Pourquoi les meilleurs pilotes de wingsuit continuent-ils de mourir? Ce ne sont pas des débutants. Ce sont les pilotes les plus titrés de ce sport. Ils ont de meilleures combinaisons, un meilleur suivi météorologique, une meilleure technologie que jamais. Donc, ce n'est pas l'équipement qui pose problème. Ce sport extrême ne vous donne qu'une seule chance de réussir. Et être le meilleur au monde ne vous en donne pas une seconde. Le 5 janvier 2026. Un pilote de wingsuit mis en avant par Red Bull se trouve près du rebord du sommet de la montagne de la Table. Le cap, combinaison enfilée, lunettes abaissées. Il connaît ce sport mieux que presque n'importe qui au monde. Ceci n'est qu'un saut de routine de plus. Il décolle. Quand 3 jours plus tard, dans les Alpes françaises, un double champion du monde regarde le Mont Blanc depuis un hélicoptère à 16 000 pieds. C'est un jour d'entraînement ordinaire. Prêt? En place, Hartez. Il sautait. Les deux hommes étaient au sommet absolu de leur carrière. Les deux l'avaient déjà fait des centaines de fois auparavant. Ce qui se passe ensuite défie toute logique. Les premiers décès en wingsuit de 2026 sont à peine croyables. D'un saut illégal calculé sur la montagne la plus mortelle d'Afrique du Sud à un système de parachute qui a défié les lois de la physique au-dessus du Mont Blanc. Voici leur dernier vol. Bienvenue à la limite extrême. Le 5 janvier 2026, Catherine Smith faisait une randonnée avec son fils de 9 ans dans la gorge de Platklip, en Afrique du Sud. Lorsqu'elle a entendu quelque chose venir d'au-dessus d'elle, en haut de la pente, comme un moteur à réaction ou quelque chose comme ça. Et ça devenait de plus en plus fort, de façon terrifiante, tout autour d'elle. D'autres randonneurs étaient éparpillés sur le même sentier, eux aussi confus. Puis elle aperçut l'air bouger au-dessus d'elle, comme si quelque chose d'énorme venait de passer à quelques centimètres de son crâne. Bang! Elle a entendu un fracas incroyablement fort et terrifiant. Et puis, le silence. À 1,50 m de l'endroit où elle se tenait avec son fils, l'un des pilotes de wingsuit les plus décorés au monde venait de s'écraser au sol à près de 200 km à l'heure. Il s'appelait Brendan Weinstein. Il avait 32 ans. Et c'était la dernière personne qu'on aurait imaginé tenter un tel saut. Brendan était président de Base Access, une organisation à but non lucratif entièrement fondée sur l'idée que le base jump méritait d'exister dans le monde. L'organisation formait les sauteurs à un comportement responsable et se battait aussi pour l'accès à des sites de sauts légaux. Il a voyagé et donné des conférences pendant des années. Un militaire. Et a lutté contre l'image des base jumpers comme des accros à l'adrénaline irresponsables qui se moquaient des conséquences. Toute sa vie publique reposait sur l'argument que le base jump, pratiqué de façon responsable et prudente, peut se faire en toute sécurité. Le palmarès de vol qu'il avait construit pendant plus de 10 ans rendait cet argument impossible à écarter. Brendan avait effectué plus de 1600 vols en wingsuit, plus de 800 sauts base, et plus de 1000 sauts en parachute au cours de sa carrière. Ces vols, d'une grande maîtrise technique, ont été présentés mondialement par Red Bull, GoPro, Weather Channel et MSN. Ce niveau de reconnaissance vous place sur une liste très restreinte d'êtres humains sur la planète. Son partenaire aimant soutenait pleinement sa carrière dans les sports aériens. Ils avaient même un fils ensemble. Il était exactement le genre de personne dont le sport avait besoin en plus grand nombre. Assez talentueux pour être pris au sérieux, assez responsable pour qu'on puisse lui faire confiance et assez visible pour compter. C'est ce qui rend ce qui s'est passé le 5 janvier 2026 si difficile à expliquer. Ce jour-là, Brendan était quelque part où personne qui le connaissait n'aurait jamais pensé le trouver. Brendan prenait le téléphérique jusqu'au sommet de la montagne de la Table, le Cap, Afrique du Sud. Dans ce téléphérique, Brendan tenait fermement un sac de sport d'un air suspect. Il était calme mais vigilant. Si les opérateurs savaient ce qu'il avait sur lui, ils auraient arrêté la voiture et lui auraient demandé de sortir immédiatement. Le parc national de la montagne de la Table est l'un des sites naturels les plus reconnaissables au monde. À 1085 mètres, elle dominait la ville du Cap. Et sa forme plate est si distinctive qu'elle apparaît sur le drapeau de la ville du Cap. Chaque jour, des milliers de touristes prennent le téléphérique jusqu'au sommet. Des milliers d'autres arpentent ces sentiers. Des familles, groupes scolaires, des touristes internationaux. La gorge est animée chaque matin. Le base jump dans le parc est totalement, catégoriquement et explicitement interdit.
Il y a des panneaux, des gardes forestiers et des règles claires l'interdisant formellement. La communauté locale le savait, les autorités du parc l'appliquaient. Mais cela n'allait pas arrêter Brandon. Ce sac de sport qu'il portait avec précaution contenait son équipement de base jump soigneusement dissimulé. Il est arrivé au sommet, il est descendu et il a marché 15 minutes depuis la station du téléphérique jusqu'à un endroit au-dessus de la gorge de Platte Clip. D'autres touristes étaient déjà là. Ils l'ont vu installer son équipement. Personne ne l'a arrêté. Personne ne pouvait l'arrêter. À 9 h du matin, Brandon a posé le pied sur le bord de la montagne de la table et a sauté. Pendant quelques secondes, il planait avec aisance, regardant la gorge en contrebas, déployée dans la splendeur du soleil du matin. C'était juste un autre saut, juste une autre montagne. Tout était parfait. Et puis, ça s'est produit. Tu vois, le base jump en wingsuit ne ressemble à aucun autre sport extrême au monde. Bien sûr, ça a l'air vraiment facile à décrire. Ce sont simplement des athlètes portant une combinaison spéciale avec des panneaux de tissu tendus entre bras et jambes. Cela fait de leur corps une sorte d'aéronef vivant, leur permettant de planer dans les airs et de parcourir d'énormes distances avant d'ouvrir un parachute pour atterrir. Et quand ça marche, c'est vraiment l'une des choses les plus extraordinaires qu'un être humain puisse vivre. Les pilotes disent que c'est ceux qui s'approchent le plus du vol humain sans assistance. Mais la même caractéristique qui le rend si excitant le rend aussi impitoyable. En parachutisme classique, on saute d'un avion à environ 3000 mètres d'altitude par exemple. Vous avez environ 60 secondes de chute libre pour vous rétablir si quelque chose ne va pas. Vous avez un parachute de secours, au cas où, et vous avez toute la liberté qu'offre le ciel ouvert pour vous rétablir. En saut base, en wingsuit, quand vous sautez depuis un point fixe, le temps n'est pas votre allié. Vous avez peut-être 4-5 secondes avant de toucher le sol. Il n'y a pas de filet de sécurité. Et vous ne tombez pas seulement dans le vide. Vous traversez un environnement physique précis à très grande vitesse, avec des rochers tout autour de vous, ce qui signifie qu'avant même de vous approcher du bord d'une falaise pour sauter, vous devez bien connaître cette montagne. Cette pente précise, la façon dont l'air se comporte en passant sur cette paroi rocheuse précise à ce moment précis du matin, l'itinéraire exact à suivre en vol, le moment exact pour commencer à remonter. Vous ne pouvez vous tromper sur aucun détail, ne serait-ce que d'une fraction. Il n'y a pas de seconde chance. Alors que Brandon volait pendant les premières secondes, tout lui semblait familier. Et puis quelque chose l'a poussé. Pas vraiment le vent, pas vraiment des turbulences, mais une force qu'il n'avait ressentie sur aucune autre montagne d'où il s'était élancé. Elle appuyait son corps plus bas qu'il n'aurait dû l'être. Plus bas que ce qu'il avait prévu, plus bas qu'il n'avait la moindre marge pour l'être. Il perdait de l'altitude. Il ne pouvait se permettre de perdre. Des rochers qui étaient censés être loin en dessous de lui remontaient rapidement. Tu vois, le sommet plat de la montagne de la table produit un phénomène bien connu des pilotes qui s'y étaient déjà élancés. Lorsque l'air frappe cette immense surface plate et passe par-dessus le bord, il ne tombe pas simplement vers le bas, il tourbillonne. Il se replie sur lui-même. Il pousse le corps d'un sauteur dans des directions imprévues. Les base jumpers locaux qui avaient déjà volé le long de cette montagne le savaient. Ils savaient comment compenser cet effet. Brandon ne le savait pas. À 120 milles à l'heure, les rochers approchaient vite. Il n'y avait plus de temps pour corriger. Les randonneurs à Platte Clip Gorge l'ont entendu avant de le voir. Ils ont entendu un bruit étrange au-dessus, qui s'intensifiait, tel un moteur à réaction sur le point d'atterrir. Et puis, boum! C'était Brandon Weinstein qui s'écrasait au sol à 120 miles à l'heure. Comme tu peux l'imaginer, l'impact de la chair humaine projetée à la vitesse d'une voiture de course contre le sol dur de la montagne n'était pas beau à voir. Brandon s'est écrasé en plein milieu du sentier. Il avait frappé les rochers si violemment que ses fluides rouges ont éclaboussé les randonneurs qui se tenaient autour. Un randonneur a dû s'écarter en courant de sa trajectoire pour ne pas se faire percuter. Un autre est resté immobile, complètement stupéfait de sa chance. Il s'était arrêté plus tôt pour retrouver des amis. S'il avait été juste un peu plus rapide 10 secondes plus tôt, Brandon l'avait percuté à pleine vitesse. C'était à ça près. En quelques minutes,
Les équipes de recherche et de sauvetage ont été alertées et déployées sur les lieux à Plate-Clip-Gorge. Les équipes au sol ont gravi le sentier escarpé, tandis qu'un hélicoptère du Air Mercy Service arrivait d'en haut. Ils ont trouvé Brandon facilement. Aucune réanimation d'urgence n'a été pratiquée. Ce n'était clairement pas nécessaire. La récupération a été effectuée avec soin et délicatesse. À 11h40 du matin, son corps a été évacué par hélicoptère de la montagne et remis au service de police sud-africain dans une zone d'atterrissage à proximité. Toute l'opération, du moment où il a sauté jusqu'au moment où il a quitté la montagne, avait pris moins de 3 heures. Les blessures au visage étaient si graves qu'il a fallu une identification ADN formelle pour confirmer qu'il s'agissait bien de Brendan. Sa famille a été informée. Et comme ça, le champion du sport n'était plus. Ce qui rend cette histoire si difficile à assimiler pour moi, c'est que le saut que Brendan a choisi de tenter n'est pas impossible. Le point de départ au-dessus de Plate-Clip-Gorge avait déjà été utilisé avec succès de nombreuses fois auparavant. Jeff Ailiff, un ancien parachutiste sud-africain ayant une grande connaissance de la communauté locale de base jump, a confirmé lors d'une interview quelques jours après l'accident que le site avait des antécédents. Mais Jeff a aussi dit autre chose qui était profondément troublant. Brandon n'avait contacté aucun des base jumpers locaux du Cap avant de faire le saut. C'était eux qui connaissaient ce point de départ précis, cette pente spécifique, ces conditions aérodynamiques particulières. Brandon n'a tout simplement pas demandé d'aide. Il est allé directement sur le site de lancement. Comment un homme avec 1600 vols en wingsuit, un homme qui connaissait ce sport sur le bout des doigts, ne passe-t-il pas un seul coup de fil avant de sauter? Certains pourraient appeler ça de l'arrogance, mais cela ne rend pas justice à ce qui se passe réellement dans l'esprit de quelqu'un comme Brendan Weinstein. Brandon savait que ce saut repoussait les limites de la légalité. C'est peut-être pour ça qu'il n'a appelé personne. Au moment où vous passez ce coup de fil, vous avez un témoin, et les témoins compliquent les choses. Donc, la même décision qu'il a gardée cachée l'a peut-être aussi maintenu dans l'ignorance de la seule chose qui aurait pu le sauver. Et on peut seulement imaginer l'état d'esprit avec lequel il a sauté, sachant qu'il allait à l'encontre de la loi. Peut-être qu'un peu de peur ou d'anxiété lui a traversé l'esprit avant de sauter. Je ne peux pas m'empêcher de me demander, si Brendan avait contacté les sauteurs locaux, serait-il encore en vie? Peut-être l'aurait-il arrêté ou averti, je ne sais pas. Mais que se passe-t-il si la préparation est parfaite et que ça tourne mal? Ce qui est arrivé à ce pilote pourrait suggérer une autre théorie sur ce qui est arrivé à Brendan. Le 7 février 2026, Mont Blanc, Alpes françaises. Si vous aviez levé les yeux vers le ciel au-dessus de la vallée de Chamonix ce matin-là, vous auriez été horrifié par ce qui s'y passait. Vous auriez vu un homme en wingsuit tournoyer terriblement hors de contrôle, allant trop vite, beaucoup trop vite. Le nom du pilote était Pierre Volnik. Il avait 37 ans et était double champion du monde de free fly. Et il était, de l'avis de tous ceux dans le sport, qu'il avait déjà vu voler, l'un des meilleurs pilotes de wingsuit que la France ait jamais produit. Je n'exagère pas. Le free fly en chute libre est la discipline la plus exigeante techniquement dans le parachutisme de compétition. Imaginez chuter à travers le ciel à 240 km/h, pas tout droit comme une pierre, mais dans toutes les directions, en avant, en arrière, sur les côtés, la tête en bas, pendant que d'autres athlètes tombent juste à côté de vous. Et vous vous déplacez tous à cette même vitesse terrifiante tout en essayant de maintenir une formation précise ensemble. Votre corps est votre seul outil. Il n'y a pas de joystick, pas de volant, pas de moteur, juste vos bras, vos jambes, votre tronc et la capacité de lire l'air autour de vous et de faire des corrections en temps réel avant que la prochaine demi-seconde n'arrive. C'est comme essayer d'organiser une photo de groupe alors que tout le monde tombe d'un immeuble. Il n'y a aucune marge d'erreur. Pierre a remporté le championnat du monde de free fly en 2022, le titre le plus prestigieux du sport. Et pour prouver que ce n'était pas un coup de chance, il l'a aussi gagné en 2024. Lorsqu'il ne participait pas aux compétitions, Pierre travaillait comme vidéaste pour la Fédération nationale de parachutisme de France et était aussi coach en soufflerie, enseignant la mécanique corporelle de la chute libre à des athlètes sérieux dans des environnements contrôlés. Il faisait partie de l'équipe française qui se préparait pour les championnats du monde FAI 2026. Il était en somme un homme au sommet de sa carrière, qui avait encore tout devant lui. Un saut comme celui qu'il effectuait ce matin de février n'était censé être rien du tout. Et pendant les premières secondes, c'est exactement ce que c'était. Rien. Sa wingsuit s'est remplie d'air. Son corps s'est adapté à la chute libre et les Alpes sont apparues sous lui, comme toujours. Lorsqu'il a atteint l'altitude souhaitée, il a attrapé la poignée de son parachute et a tiré. Ce qui était censé se passer est simple. Le parachute extracteur devait se déployer dans le flux d'air. Le flux d'air devait l'attraper et le gonfler, tirant ainsi la voile principale hors du conteneur sur son dos.
La voile devait se déployer, attraper l'air, et en 2 ou 3 secondes, Pierre passerait d'une chute à 120 miles à l'heure à une descente en douceur. C'était le plan. Mais lorsque Pierre a tiré, rien ne s'est passé. Son parachute n'a tout simplement pas fonctionné. Pierre Volnik, 2 fois champion du monde et l'un des pilotes les plus prudents de sa génération, tombait impuissant vers la vallée en contrebas. Et il n'y avait rien que lui ou quiconque regardant depuis cet hélicoptère puisse faire. Les pilotes de wingsuit portent un parachute de secours, précisément pour ce genre de situation. Lorsque le principal échoue, on attrape le secours, on tire et dans 99,7% des cas, il s'ouvre. Ce chiffre n'est pas théorique, il est le résultat de décennies d'ingénierie, de tests et de perfectionnement. Le parachute de secours est, dans les faits, la garantie. Si on l'attrape et qu'on tire correctement, on survit. Donc ce qui devrait se passer ensuite est simple. Pierre attrape son secours, Pierre tire, Pierre survit. Sauf que le 7 février 2026, Pierre a violemment touché le sol dans le village de Le Bassin, juste en dessous du Mont Blanc. Les services d'urgence sont arrivés en quelques minutes, mais il n'y avait rien à faire. Il a été déclaré mort sur place. Aucun résultat d'enquête n'a été rendu public. Nul ne sait précisément ce qu'il s'est passé entre la défaillance du parachute principal de Pierre et le moment où il a percuté le sol. S'il a réussi à atteindre son parachute de secours, s'il l'a déclenché, si elle se serait ouverte s'il l'avait fait. La réponse officielle reste le silence. Ce qui est incompréhensible, c'est que Pierre était précisément celui qui ne négligeait jamais la vérification de son équipement ou le pliage de son parachute. Ses collègues disaient qu'il vérifiait chaque pièce de son équipement 3 fois avant de sauter. Il totalisait des centaines de sauts. S'il y en avait un dans ce sport qui avait la séquence de déploiement du parachute de secours gravée dans la mémoire, c'était lui. Ce qui est arrivé à Pierre là-haut reste l'un des cas les plus rares. La facette la plus dérangeante de ce sport. Lorsqu'un parachute ne fonctionne pas, la voile de secours est votre dernière ligne de défense. Et elle fonctionne dans 99,7% des cas. Lorsqu'elle est correctement activée, la voile de secours vous sauve la vie. C'est aussi proche d'une garantie que la physique le permet. Mais il y a un dicton que la plupart des parachutistes connaissent. L'équipement ne sait pas qui vous êtes. Il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Chaque pilote qui pratique ce sport depuis assez longtemps le comprend à un certain niveau. Ils l'acceptent ou ils arrêtent de sauter. Pierre le savait. Quelques mois auparavant, en octobre, il a partagé une vidéo de lui-même et d'un autre pilote flottant au-dessus d'une vaste chaîne de montagnes avec une légende. Elle disait « Il semble que trop d'entre nous tiennent ce grand mystère de la vie pour acquis, au point qu'ils ne remettent même pas en question la nature de l'expérience jusqu'à la toute fin. » Je ne sais pas ce que Pierre voulait dire à ce moment-là. Je crois qu'il ne savait pas ce qu'il voulait dire. Mais un psychologue du sport spécialisé dans les athlètes extrêmes le reconnaîtrait immédiatement. Le docteur James Reinhardt appelait cela la dégradation de l'expertise. Plus vous survivez de sauts, plus votre cerveau commence à considérer la survie comme le résultat par défaut. Non pas parce que le risque disparaît, mais parce que votre cerveau est inondé de preuves de votre propre survie. En conséquence, vous perdez votre vigilance accrue et développez un excès de confiance. Et quelque part dans cet écart entre le risque réel et le risque ressenti, Pierre, un champion du monde, a écrit cela pour se rappeler de ressentir ce que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de ressentir. Ces mots résonnent différemment aujourd'hui. Pierre n'a jamais pu défendre son titre de Free Fly une 3e fois. Il avait 37 ans. Samedi, le 21 juin 2025, Liam Byrne, champion professionnel britannique de wingsuit, se tenait au sommet des Alpes suisses, prêt à participer à son vol le plus audacieux à ce jour. À près de 8000 pieds au-dessus du niveau de la mer, le vent hurlait dans son dos. Le soleil éclairait la vallée en contrebas. Il prit une dernière profonde inspiration avant de se jeter du bord même de la montagne. Après près de 4000 sauts, il était un champion, un maître de ce sport. Rien ne laissait penser que ce jour serait différent. Mais en quelques minutes, l'impensable s'est produit. C'est l'histoire qui explique pourquoi la première mort en wingsuit en 2025 est presque incroyable. Liam Byrne est né à Stovenhaven, un coin peu connu d'Écosse, mais cela ne l'a pas empêché de mener une vie passionnante. Alors que beaucoup vont péniblement au bureau chaque matin, bâillant et courant prendre un café, Liam a décidé très tôt que ce n'était pas la vie qu'il voulait. Au lieu de cela, son lieu de travail était parmi les nuages. Littéralement, ayant grandi sur la côte nord-est de l'Écosse, la nature sauvage lui offrait un cadre idéal pour une vie d'aventure. Et cela a commencé très tôt. Son père était un ancien commando des Royal Marines qui a transmis à Liam une passion pour l'extrême, ce qui allait façonner sa jeunesse. À 12 ans, il avait gravi le Kilimandjaro et seulement 2 ans plus tard, il a parcouru plus de 500 km à travers la Norvège, la Suède et la Finlande avec des huskies.
Ses premiers exploits ont certainement préparé Liam à une vie où il repousse les limites. Mais malgré son amour pour les montagnes, il y avait un domaine qu'il voulait conquérir plus que tout. Le ciel. Enfant, Liam disait souvent à son père qu'il rêvait de voler comme un oiseau. Bien qu'il sache en partie que c'était impossible physiquement, des moyens de contourner les règles existaient, comme Liam allait le découvrir. Pendant le cours, il passait beaucoup de temps à regarder par la fenêtre les oiseaux, qui pouvaient simplement s'envoler quand ils le voulaient. Plus il les observait, plus Liam désirait ce genre de liberté. C'est devenu un désir ardent pour le jeune homme, et il ne pensait plus qu'à ça. Yakin ne puisse pas avoir d'aile comme un oiseau. Liam découvrit d'autres façons de voler et à 14 ans, il était un parapentiste licencié. Sa fascination pour le ciel ne s'est pas arrêtée là. Juste 2 ans plus tard, il a effectué son premier saut en parachute. Mais sa vie a été changée à jamais à 18 ans lorsqu'il a trouvé sa véritable passion, the vol in wingsuit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, essentiellement, Liam sautait depuis des endroits élevés, notamment d'avions et de montagnes. En portant une combinaison spécialisée munie de membranes entre les bras, le corps et les jambes, ce qui lui permettait de planer dans les airs. Si vous avez encore l'impression de ne pas comprendre, imaginez ceci. Lors d'un saut typique pour Liam, il grimpait jusqu'au sommet d'une montagne, de préférence une avec de longues crêtes en pente. Une fois au sommet, il a peut-être pris un moment pour admirer la vue avant de sauter d'un surplomb ou d'une falaise. La combinaison s'est rapidement gonflée d'air, et il a peut-être poussé un cri d'excitation en planant parmi les oiseaux. Ce sport extrême le faisait se sentir vivant. Chaque fois qu'il sautait, un sentiment de liberté l'envahissait. C'était comme s'il avait cherché cela toute sa vie. C'était désormais entre ses mains. Pour Liam, c'était un sport qu'il aimait vraiment et où il se sentait vraiment vivant. Mais comme nous le savons, les choses que nous aimons le plus peuvent souvent nous causer des ennuis. En 2022, Liam a réalisé sa plus grande réussite à ce jour. Il a été couronné champion britannique de wingsuit et a même décroché la vitesse la plus élevée dans la catégorie avancée. C'était ça. Tout ce pour quoi il avait tant travaillé. Liam était submergé de bonheur et il est retourné fièrement dans sa petite ville natale en Écosse en tant que champion national. Mais bien que cet accomplissement soit certainement quelque chose dont il pouvait être fier, Liam, comme beaucoup de champions, a aussi tenu à rappeler que son travail acharné l'a mené ici. Il avait passé des milliers d'heures à s'entraîner pour ce moment précis. Devenir champion de Grande-Bretagne devait lui prouver que chaque entraînement en valait la peine. Ce n'était pas qu'une victoire, c'était un tremplin, une chance d'inspirer, de partager, de repousser sans cesse les limites, motiver d'autres personnes, pas seulement celles des petites villes d'Écosse, mais partout dans le monde, à poursuivre leur passion de tout cœur. Au final, c'était sa façon de dire que tout est possible. Il a un jour rêvé de voler, et maintenant, il était un champion des airs. Liam est resté humble, malgré sa victoire impressionnante. Bien que cette victoire lui ait donné l'impression de maîtriser son art et de repousser les limites du possible, il voyait chaque saut comme une leçon. Mais si vous doutez encore de son engagement envers le vol en wingsuit, il a vécu 5 ans dans la vieille camionnette de son père, juste pour pouvoir passer son temps à s'entraîner et à se rendre sur les meilleurs sites de saut en wingsuit en Europe. L'incroyable parcours de Liam, d'un jeune enfant qui rêvait de voler à un professionnel de la wingsuit à 24 ans, a été présenté dans un documentaire où il a été surnommé « le garçon qui pouvait voler ». À ce stade, Liam avait déjà près de 4000 sauts à son actif et sa confiance grandissante l'a poussé à tenter des défis de plus en plus audacieux. Mais dans le monde des sports extrêmes, où la frontière entre l'excitation et le danger est très mince, certains ne peuvent s'empêcher de poursuivre un rêve si fou qu'il définit leur propre existence. Et le 21 juin 2025, c'est arrivé. Liam a effectué un saut à près de 8000 pieds d'altitude dans les Alpes suisses. En cet après-midi ensoleillé au milieu de l'été européen, Liam et 2 autres pratiquants de wingsuit se sont rendus au sommet du mont Gletschen. Beaucoup des meilleurs pratiquants de wingsuit au monde affluent dans cette région du centre de la Suisse, car les pentes raides de la montagne conviennent parfaitement au wingsuit, offrant une trajectoire directe et en grande partie dégagée jusqu'au sol en contrebas. Une fois au sommet, Liam fut accueilli par une vue à couper le souffle sur les eaux bleu cristal du lac des 4 cantons et les vallées d'un vert éclatant. Pendant un instant, il a peut-être même souri, sachant que peu de métiers au monde pouvaient offrir à quelqu'un une vue aussi magnifique. Mais il était ici avec un objectif en tête, et bientôt, il devrait sauter.
debout au bord de la falaise. Il est difficile d'imaginer ce qu'on ressentirait. Pour la plupart d'entre nous, l'idée de sauter d'une falaise aussi haute nous terrifierait et nous remplirait d'anxiété. Ainsi, nous ne sommes pas si différents de Liam, qui a ouvertement révélé qu'il se retrouvait souvent à la fois effrayé et excité. Dans une interview, il a dit « Avant de sauter d'une falaise, quand je me prépare, il y a une voix dans ma tête qui dit « Qu'est-ce que tu fais, mec ?» Et l'autre voix dans ma tête dit « C'est ce dont tu as rêvé toute ta vie. C'est vers ça que tout a toujours mené. C'est ton destin. » Et cette voix gagne toujours. Pourtant, même avec les discours de motivation de Liam, vous pourriez encore vous demander pourquoi on pratiquerait un sport aussi fou. Je veux dire, se sangler dans une petite combinaison et sauter d'une falaise, c'est la définition de la folie pour la plupart des gens. Mais pas pour Liam. Alors que certains sports comme le sien sont parfois réputés dangereux, et ceux qui les pratiquent sont vus comme de simples têtes brûlées, accros à l'adrénaline. Liam n'était pas d'accord avec cela. Il soulignait souvent l'aspect méconnu du sport, rappelant qu'il avait passé plus de 10 ans à perfectionner ses compétences et planifiait toujours soigneusement ses sauts. C'était essentiel. Dans un monde de ciel infini, le contrôle était son encre. Vu de l'extérieur, Liam était peut-être considéré comme intrépide, parce qu'au final, il n'a jamais eu peur. Mais c'est bien plus profond que ça. Il a simplement refusé de laisser la peur le retenir. Pour les autres, il vivait d'une façon dont beaucoup ne font que rêver. Quand il s'agissait de vol en wingsuit, c'était sa version de la liberté. C'est là qu'il se sentait le plus vivant. Une fois, il a dit « Je suis probablement aussi éloigné qu'on puisse l'être d'un imprudent accro à l'adrénaline. La préparation a toujours été au cœur de tous mes défis. Plus je me prépare, plus je garde le contrôle. » C'est cet état d'esprit qui a permis à Liam de devenir l'un des meilleurs pilotes de wingsuit de sa génération. Par cet après-midi très ensoleillé de juin dernier, une journée ordinaire au bureau. Il a revérifié son équipement pour s'assurer que tout était prêt. Puis, après avoir pris une grande inspiration, il a sauté du bord de la falaise, avant d'ouvrir les bras et les jambes pour laisser la combinaison faire son travail. Pendant un bref instant, Liam retrouvait son élément tout en planant dans les airs. Sous lui s'étendaient les vallées vertes des Alpes suisses. Et alors que le vent fouettait sa combinaison, soudain, tous ses soucis devinrent un lointain souvenir. Il n'y avait plus que lui et le ciel. Mais malheureusement, cette histoire n'a pas de fin heureuse. Ce que je vais vous raconter maintenant est à la fois terrifiant et mystérieux. Après le décollage, ceux présents sur la montagne ont affirmé que Liam s'était écarté de la trajectoire prévue et peu de temps après, il s'est retrouvé dans une situation dangereuse. Alors que les événements exacts qui ont suivi restent entourés de mystères, les enquêteurs pensaient que Liam avait perdu le contrôle de sa combinaison avant de s'écraser sur un éperon rocheux à environ 6900 pieds. En moyenne, les adeptes de wingsuit volent entre 100 et 150 miles par heure, soit environ 160 à 240 km par heure. Si Liam était conscient du danger auquel il faisait face, peut-être aurait-il tenté de ralentir et d'ouvrir son parachute. Il est difficile de dire avec certitude ce qui s'est passé. Ce que nous savons, c'est qu'un impact à une vitesse aussi élevée est la recette du désastre. Liam n'a pas survécu à ses blessures. Et il a été déclaré mort sur les lieux. À la suite de cet incident déchirant, une question s'est posée aux passionnés de ce sport. Comment un parachutiste en wingsuit expérimenté a-t-il pu se retrouver dans une situation si dangereuse? A-t-il subi une défaillance de sa combinaison? Ou bien la nature risquée du saut était-elle en cause? De nombreuses théories ont émergé, certaines suggérant même qu'il aurait pu souffrir d'un problème médical pendant sa descente. Mais malheureusement, la seule personne pouvant éclaircir ce qui s'est passé était désormais décédée. Les deux autres adeptes du wingsuit qui ont sauté de la montagne ce jour-là ont déclaré que Liam se comportait normalement avant le saut. Cela nous pousse à nous demander: Liam était-il conscient de la situation dangereuse à laquelle il faisait face lors de ces derniers instants? Peut-être que nous ne le saurons jamais. Nous ne pouvons que supposer ce qu'il a ressenti en perdant le contrôle. Peu de temps après sa mort, une enquête menée par le bureau du procureur général de Suisse et le ministère public d'Uri a été ouverte pour tenter de découvrir ce qui avait mal tourné ce jour-là. Comment quelqu'un avec autant d'expérience et qui se préparait soigneusement avant chaque saut a-t-il pu perdre la vie d'une manière aussi horrible? Pensez-vous que le saut était risqué? Et si oui, pourquoi? Des critiques ont vite remis en cause la sécurité globale de la montagne, affirmant qu'elle est trop dangereuse pour les adeptes du wingsuit, car les vents puissants peuvent vite les dévier.
Certains estiment que le terrain montagneux est dangereux pour ces sports, car il rend l'évaluation des distances difficile. Cependant, des dizaines d'autres pratiquants de wingsuit notables, dont Clem Newell de Nouvelle-Zélande, sont venus défendre l'endroit, soutenant qu'il est totalement sûr d'y sauter. Lors d'une interview, il a déclaré que c'était l'un de ses sauts les plus agréables. Mais si ce n'est pas un souci de sécurité, la mort de Liam était-elle juste un accident? Les décès dans les sports extrêmes ne sont pas rares. Et d'autant plus, les décès de pratiquants de wingsuit un peu moins expérimentés sont plus fréquents qu'on ne le pense. En fait, en 2023, une Américaine de 33 ans, Callie Alicia Turner, est décédée au Brésil lors d'un saut en wingsuit depuis Pedra dos Cabritos. Callie est tombée d'environ 800 mètres, soit environ 792 mètres, après la panne de son équipement, ce qui a entraîné un impact mortel. Tragiquement, elle avait réalisé son premier saut base en wingsuit 2 jours avant l'accident. Sa mort a servi de rappel brutal du danger extrême que représente une progression rapide dans un sport aussi risqué. Sans expérience adéquate, tenter un saut en wingsuit, surtout avec une expérience limitée en wingsuit, augmente considérablement la marge d'erreur et la probabilité d'une issue fatale. 4 ans avant l'accident déchirant de Callie, John Malmberg, un Américain de 51 ans débutant en wingsuit, est décédé à Lauterbrunnen, en Suisse, lors d'un vol en wingsuit. John avait beaucoup plus d'expérience que Callie, avec plus de 140 sauts base et 300 sauts en parachute à son actif. Il participait à un stage avec la société Learn to Base Jump lorsque l'accident mortel s'est produit. Le décès de John a été attribué au fait d'avoir tiré trop tard sur son extracteur, qui est le petit parachute qui déclenche l'ouverture du parachute principal. Ironiquement, il utilisait une nouvelle wingsuit monobloc de tracking conçue avec une aérodynamique améliorée et une mobilité accrue, conçue pour réduire les décès dus à un déploiement trop tardif du parachute. Cependant, des experts ont suggéré que, malgré l'équipement avancé, le saut à Lauterbrunnen pouvait être trop difficile pour le niveau de John. Cela souligne encore une fois à quel point l'expérience est importante dans un sport où une simple erreur peut faire la différence entre la vie et la mort. Pour beaucoup, sa mort a mis en évidence les risques permanents du base jump en wingsuit, même avec l'augmentation des opportunités de formation et les avancées technologiques dans l'équipement. Mais alors que nous reportons notre attention sur Liam, la différence entre lui et ses malheureuses victimes, c'est qu'il avait beaucoup plus d'expérience. Il avait effectué des milliers de sauts de plus que Callie et John réunis. Et les détails de chaque saut étaient calculés de façon obsessionnelle, jusque dans les moindres détails. C'est pourquoi c'est d'autant plus incroyable qu'il soit tragiquement décédé en juin de cette année. Dans la vidéo, nous avons clairement expliqué que Liam n'était pas étranger aux sports extrêmes, ni au vol en wingsuit. En fait, c'était sa vie. Avec sa disparition tragique, le sport a perdu non seulement l'un de ses plus jeunes professionnels, mais aussi le de ses meilleurs. Alors que l'enquête se poursuit, elle pourrait nous donner des informations pour expliquer ce qui s'est vraiment passé sur la montagne ce jour-là. S'agissait-il d'un dysfonctionnement de son équipement? Une petite erreur de jugement a-t-elle mené à une faute fatale? Ou alors, le mont Gletschen, au centre de la Suisse, est-il simplement trop dangereux pour les pratiquants de wingsuit? Avec le temps, ces questions auront peut-être une réponse. Il est aussi possible que nous ne trouvions jamais de réponse définitive. À ton avis, qu'est-ce qui a mal tourné? Alors que nous repensons à la vie de Liam, on peut dire sans se tromper qu'il a mené une vie dont la plupart d'entre nous ne peuvent que rêver. Il a croqué la vie à pleines dents chaque jour. Il a volé entre les nuages, et dans ces brefs instants où il flottait entre le soleil et la mer, il était vraiment libre. Son histoire ne concerne pas seulement la façon dont elle s'est terminée, mais aussi chaque vol qui l'a précédé. Chaque saut dans l'inconnu était sa façon de poursuivre ses rêves. Liam affirmait que le travail de bureau l'effrayait bien plus que la peur de mourir lors d'un saut base ou d'un saut en wingsuit. Donc d'une certaine manière, je pense qu'on peut dire qu'au moins, il est mort en faisant ce qu'il aimait vraiment. Imagine que tu sautes d'une falaise, instantanément enveloppé par le rugissement assourdissant du vent, alors que tu voles à 240 km/h. Le monde en dessous se transforme en une tapisserie à couper le souffle de forêts, de rivières et de pics déchiquetés. Ton corps lutte contre la force du vent et les battements de ton cœur résonnent à tes oreilles. Tu te prépares mentalement à ce à quoi ressemblera ton atterrissage si quelque chose tourne horriblement mal. Tu vas trop vite et ton parachute reste fermé. Tout ton corps est tendu et tes muscles tremblent. La panique te donne le vertige alors que le sol approche rapidement. Et ensuite, seul le noir demeure. Tu te diras peut-être
je n'essaierai jamais le wingsuit. Mais certains pratiquent des activités risquées comme celle-ci. Ils font le plein d'adrénaline en planant dans les airs. Pour les personnes de cette liste, c'était la dernière. Cette vidéo a attiré l'attention du monde entier car elle a immortalisé un exploit vraiment remarquable. Le 23 avril 2014, Graham Dickinson, un célèbre parachutiste canadien en wingsuit, a effectué un saut base illégal et audacieux depuis la télécabine Peak-to-Peak de Whistler. Au début de la vidéo, où Graham s'apprête à sauter de la télécabine en mouvement, tout semble normal dans une aventure qui était tout sauf ordinaire. Avec sa caméra fixée sur son casque en train de filmer, il a même lâché un simple « C'est parti !» avant de décoller, sans se douter de l'attention mondiale que cette cascade allait susciter. Né en 1988, Graham Dickinson s'est rapidement fait un nom dans le monde des sports extrêmes. Connu pour repousser les limites du vol en wingsuit et du base jump, il avait accumulé plus de 2250 sauts base au moment de son dernier vol, ce qui montrait sa grande expérience et son dévouement envers ce sport. Même parmi les casse-cous du wingsuit, Graham était réputé pour son audace et sa témérité, comme l'a montré son saut illégal depuis une gondole qui est devenu un phénomène viral. Son esprit intrépide et son aptitude à réaliser des manœuvres très risquées ont été salués par les fédérations mondiales de vol en wingsuit. Passons maintenant au 25 janvier 2017. Dickinson était en Chine pour repérer de nouveaux points de sortie pour le base jump et s'entraîner pour les prochaines compétitions. Ce jour-là, il voulait traverser la Porte du Ciel, une grotte naturelle de 120 mètres de haut dans le parc national forestier de Tianmen, Zhangjiajie, province du Hunan. Le vol exigeait un contrôle précis et une grande compétence. Ce qui, comme je l'ai dit, Dickinson était bien connu pour cela. Survolant les paysages spectaculaires de la montagne Tianmen, la caméra a capturé sa trajectoire de vol impeccable. Cependant, quelque chose s'est tragiquement mal passé pendant sa descente. Malgré son expérience, la trajectoire de Dickinson a dévié, entraînant une descente rapide et incontrôlable. En un instant, ce vol, censé être révolutionnaire, a tourné à l'avis de décès. Les images directement du point de vue de Dickinson le montrent volant dangereusement près des falaises. Alors qu'il perdait le contrôle, le pire est arrivé. Il est entré en collision avec une falaise alors qu'il volait encore à grande vitesse. Sa caméra a capturé le moment terrifiant juste avant l'impact, puis l'image est devenue noire. Le corps de Graham Dickinson a été retrouvé le lendemain par une équipe de 40 secouristes. Il a été retrouvé équipé et en combinaison, ce qui montre qu'il s'était minutieusement préparé pour le saut. Malgré sa planification minutieuse et sa grande expérience, il n'a pas pu éviter l'accident mortel. La World Wingsuit League, ou WWL, où Dickinson avait concouru et remporté de nombreux prix, a publié un hommage émouvant sur sa page Facebook, le décrivant comme une légende dans le sport et saluant ses contributions au vol en wingsuit. Comme les autres personnes évoquées dans l'épisode d'aujourd'hui, la mort de Graham Dickinson fut plus qu'une tragédie personnelle, mais aussi un rappel brutal des risques inhérents à ce sport extrême qu'est le vol en wingsuit. Le wingsuit, souvent appelé vol de l'homme-oiseau, est un sport extrême, grisant, mais aussi très dangereux. Il consiste à porter une combinaison spécialement conçue avec des ailes en tissu entre les bras et les jambes, permettant au pilote de planer dans les airs. Cette combinaison transforme le corps humain en une forme aérodynamique, permettant un vol horizontal à grande vitesse. Une wingsuit est une combinaison dotée de panneaux en tissu formant des ailes entre les bras et les jambes et le torse. Ces combinaisons ailées sont fabriquées à partir de matériaux résistants comme le nylon et sont conçues pour améliorer la stabilité et le contrôle pendant le vol. Les pilotes portent aussi casques et lunettes de protection et ont souvent des caméras fixées pour filmer leur vol. La dernière pièce d'équipement et la plus cruciale est le parachute. À la fin d'un vol en wingsuit, le pilote déploie un parachute pour ralentir et atterrir en toute sécurité. Le système de parachute utilisé en wingsuit est similaire à ceux utilisés en parachutisme, avec un parachute principal et un de secours en cas d'urgence. Le vol en wingsuit requiert des mouvements précis pour contrôler la trajectoire. De petits ajustements de la position des bras et des jambes peuvent modifier de manière significative la direction et la stabilité du vol. Les pratiquants utilisent leur corps pour diriger, accélérer ou ralentir et pour gérer l'altitude. L'apprentissage du wingsuit débute généralement par le parachutisme.
Les futurs pilotes de wingsuit doivent effectuer un nombre important de sauts en parachute pour maîtriser les techniques de chute libre de base et les déploiements de parachute avant même de pouvoir envisager de porter une wingsuit. Cette formation assure leur aisance en vol et leur capacité à gérer les urgences. L'attrait du vol en wingsuit réside dans la sensation de voler et les vues à couper le souffle. Les pratiquants ressentent l'excitation de voler à grande vitesse, souvent au-dessus de paysages magnifiques comme les montagnes, forêts et vallées. Cependant, cette excitation s'accompagne de risques importants. L'un des principaux dangers du vol en wingsuit est la proximité des obstacles. De nombreux pilotes de wingsuit pratiquent le vol de proximité, où ils volent près des falaises, arbres et autres éléments du terrain. Cela ajoute de l'excitation, mais augmente aussi le risque de collision. Un autre risque important est le déploiement du parachute. Si le parachute est déployé trop tard ou de manière incorrecte, cela peut avoir des conséquences catastrophiques. Même avec formation et expérience adéquate, la nature imprévisible des conditions de vol peut entraîner de sérieuses difficultés. Et comme l'exemple de Graham le montre, malgré une formation avancée, une grande expérience et une préparation approfondie, même les pilotes expérimentés restent vulnérables aux accidents mortels. Le mont Chenmen, où Graham est tombé, avait été un lieu convoité par les pilotes de wingsuit, réputé pour ses paysages spectaculaires et son terrain exigeant. La montagne avait déjà coûté la vie à un pilote de wingsuit, le Hongrois Viktor Kovács, en 2013, ce qui montre bien l'extrême difficulté et le risque associé au vol dans cette zone. De nombreux pratiquants de wingsuit arrêtent en découvrant les importantes exigences physiques et mentales de ce sport. Mais pour certains, un dernier vol peut vraiment être la dernière chose qu'ils font. Violetta Roslin était une wingsuiteuse expérimentée suédo-polonaise connue pour sa passion et son dévouement envers ce sport. Elle pratiquait assidûment le base jump depuis qu'elle s'était mise au parachutisme à 19 ans. Le base jump est un sport extrême qui consiste à sauter en parachute ou en wingsuit depuis des points fixes. L'acronyme BASE signifie bâtiment, antenne, travée, pont et terre, falaise. Contrairement au parachutisme traditionnel, qui consiste à sauter d'un avion, les base jumpers sautent depuis ces points fixes, souvent à des altitudes plus basses, ce qui leur laisse moins de temps pour déployer leur parachute et augmente considérablement le risque. Ce sport exige une planification minutieuse, un timing précis et une compréhension approfondie du contrôle du parachute pour faire face aux défis propres à chaque site de saut. Violetta, professionnelle du base jump, elle avait réalisé des centaines de sauts en Europe et Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande et les États-Unis. Elle faisait aussi de la voltige sur les ailes d'un avion, où quelqu'un est attaché aux ailes d'un biplan. Lors d'une interview en Malaisie en 2009, elle a déclaré aimer ce sport, en disant « Même si les activités que j'aime peuvent paraître vertigineuses et effrayantes, j'adore ça. Chaque hauteur procure une excitation différente aux sauteurs. Si je devais choisir mon préféré, ce serait le vol en wingsuit que j'ai fait en Suisse. Ça m'a donné l'impression de voler avec des ailes fixées à mon corps. » Quand elle ne cherchait pas l'aventure, Violetta était inspectrice sur des plateformes pétrolières. Cela semblait être une vie parfaite, et Violetta prévoyait de terminer ses jours d'aventure en beauté. Elle était loin de se douter que ce serait la dernière chose qu'elle ferait de son vivant. Nous étions le 12 septembre 2012. Violetta, alors âgée de 37 ans, en tombant enceinte, a juré d'abandonner le vol en wingsuit. Ce sport extrême qu'elle aimait, pour de bon, mais seulement après une dernière visite à son site préféré pour le saut base, la Villa Ferrata dans les montagnes suisses. Avec une chute verticale de plus de 300 mètres, cet endroit près de Stechelberg en Suisse était le site préféré de Mademoiselle Roslin pour le saut base. Elle avait déjà fait ce saut plusieurs fois. Après que 3 personnes aient déjà effectué leur saut, elle et Monsieur Domolowski auraient sauté ensemble, probablement pour célébrer son dernier vol. Alors qu'elle survolait les paysages à couper le souffle des Alpes suisses, cela devait être un spectacle palpitant à voir. Mais quelque chose s'est très mal passé. Quelque chose a mal tourné pendant sa descente. Violetta descendait rapidement, bien plus vite qu'elle n'aurait dû. Son parachute était coincé et ses tentatives désespérées pour l'ouvrir en tombant de la corniche restaient vaines. Son partenaire a regardé, impuissant, alors qu'elle essayait désespérément de le déployer. Dans ces derniers instants, elle comprit son échec et ouvrit les bras. Peut-être en acceptant son destin ou en tentant de minimiser les dégâts. Mais cela ne servit à rien.
Elle est morte sur le coup lors de l'impact. Violetta était enceinte de 4 mois au moment de son décès. Et ce vol devait être son dernier pour longtemps. Peut-être même pour toujours. Des hommages sont venus d'athlètes et de fans du monde entier. Sa mère, Elena Zaniewska-Peterson, l'avait supplié d'arrêter de sauter après être tombée enceinte. Mais Violetta a tenu à faire un dernier saut. Malheureusement, le vol en wingsuit est un sport où la moindre erreur peut avoir des conséquences fatales. Le frisson de planer dans les airs, souvent à des vitesses dépassant les 190 km/h, présente un risque permanent d'accident. Personne n'est exempté, pas même quelqu'un qui compte arrêter définitivement le sport. Nous sommes le 8 décembre 2012 et 2 petites taches tombent du ciel, tombant et tournoyant dans les airs. La tête d'un homme pend mollement dans un casque bleu alors que son parachute de secours s'ouvre. Un autre homme s'effondre au sol et crie « Quelqu'un m'a heurté, quelqu'un m'a heurté ». C'est un matin d'été clair. Les voitures roulent sur la Hume Highway près de Picton. Au-dessus d'eux, un carnage éclate lors d'une collision mortelle en parachutisme en plein vol. Considérée comme la première en Australie, laisse 2 hommes tournoyer follement vers la terre. Les cieux au-dessus de Wilton, au sud-ouest de Sydney, ont été témoins de cet accident sombre et troublant qui a marqué l'histoire. En ce jour fatidique, Peter Farley avait rejoint 17 parachutistes pour un week-end animé de vols en wingsuit. Ils ont décollé à bord d'un petit avion Cessna montant à 14 000 pieds au-dessus de Wilton. Le groupe, composé de passionnés de Sydney, Melbourne et Brisbane, était en effervescence, mais le saut allait vite devenir dramatique. Les 17 parachutistes portaient des parachutes réglementaires et des combinaisons spéciales avec du tissu entre les jambes et les bras pour leur permettre d'avancer en planant pendant leur chute. Comme un planeur humain. Le saut a commencé normalement, les parachutistes quittant l'avion rapidement les uns après les autres, comme prévu. Peter et un autre pratiquant de wingsuit, Scott Ingerty et Peter, ont sauté en dernier. Ingerty, un parachutiste expérimenté avec plus de 800 sauts, n'avait commencé le wingsuit que depuis 1 mois. Alors qu'il fendait le ciel, la catastrophe a frappé, littéralement. 39 secondes après avoir sauté, un coup brutal sur le côté droit de Scott l'a envoyé en vrille. « Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas voir. J'étais en train de perdre connaissance, dit-il. Mon bras entier s'est mis à fourmiller, de l'épaule au doigt. Je ne pouvais plus bouger ma jambe droite, je croyais avoir le dos cassé. Il a vu les images assez souvent pour savoir ce qui s'est passé. J'ai fait un tonneau. Je regardais le sol, et tout d'un coup je regarde le ciel, puis à nouveau le sol. Une photo de la page Facebook de Scott Ingerty montre ses ecchymoses après ce qu'il sait maintenant être une collision en plein vol avec Peter Farley. Je me suis repris et j'ai essayé d'ouvrir mon parachute, puis j'ai enchaîné 3 vrilles à plat à gauche. Je me suis dit, Scott, si tu ne fais pas quelque chose tout de suite, tu vas mourir. Je ne sais pas comment, mais il a ouvert son parachute. Peu après, Ingerty a atterri dans la zone de largage en criant de douleur, le côté droit de son corps couvert d'ecchymoses profondes. Mais Peter Farley, contrairement à Scott, ne survivrait pas pour raconter son histoire incroyable. La collision en plein vol l'a complètement assommé. Il n'a donc pas pu actionner la poignée d'ouverture de son parachute. Incapable de déployer son parachute, il est tombé violemment et rapidement. Et alors que le corps inerte de Farley tombait du ciel, son parachute de secours s'est ouvert automatiquement à 750 pieds. Mais c'était trop peu, trop tard. Farley était complètement à la merci du destin. Sans pouvoir amortir l'impact, Farley s'est violemment écrasé au sol. Collision avec un camion-benne près de l'autoroute sur un chantier. D'autres parachutistes et des passants inquiets ont accouru pour pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Mais Farley n'avait pas de pouls et son cou était brisé. Le médecin légiste déterminera si le cou de Farley s'est brisé lors de la collision en plein vol ou à l'atterrissage. Le recordman du monde de wingsuit et médecin urgentiste, Glenn Singelman, affirme que le cou est vulnérable lors de collisions à grande vitesse. Donc, malgré leurs efforts, Peter Farley a été déclaré mort sur les lieux. Plusieurs signaux d'alarme concernent désormais l'incident. Premièrement, l'enquête a révélé que beaucoup des sauteurs, y compris Peter Farley lui-même, n'avaient pas la qualification requise de la Fédération australienne de parachutisme, APF, la qualification Starcrest pour les sauts en grande formation. Cette qualification garantit que les participants possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer en toute sécurité des sauts impliquant
plus de 10 personnes. L'absence de ces qualifications parmi les participants constituait une violation grave des protocoles de sécurité. Deuxièmement, l'organisation du saut a été remise en question. La planification et l'exécution d'un saut en grande formation, surtout avec des participants de niveaux d'expérience variés, exige une attention méticuleuse aux détails et un respect strict des consignes de sécurité. Le fait de ne pas avoir fait respecter ces consignes a entraîné une situation dangereuse qui a finalement conduit à la mort de Farley. Troisièmement, il y avait un manque notable de supervision et de contrôle. Des instructeurs expérimentés ou des chefs de saut auraient dû s'assurer que tous les participants respectaient les normes de sécurité requises avant le saut. Le manque de contrôle des qualifications et la négligence possible de l'écart d'expérience entre les parachutistes ont considérablement augmenté le risque d'accident. Plus particulièrement, un autre pratiquant de wingsuit déclarera plus tard à la police avoir entendu Ingerty demander à son instructeur de wingsuit « Je n'ai fait que 3 sauts en wingsuit. Est-ce que c'est bon si je participe à ce saut ?» À cette question, il a répondu « T'inquiète pas mon pote, tu vas t'en sortir. » Malgré la négligence, l'enquête sur l'accident a conclu qu'il s'agissait d'un accident, mais qu'il aurait pu être évité. Aucune poursuite pénale n'a été engagée contre les personnes impliquées. Cependant, des mesures administratives importantes ont été prises pour remédier aux manquements à la sécurité identifiés. La Fédération australienne de parachutisme, APF, a suspendu plusieurs instructeurs et organisateurs de sauts ayant manqué à leurs obligations en matière de sécurité et de qualification des participants. L'APF a également imposé des exigences de formation et de certification plus standardisées pour les instructeurs de wingsuit et les participants au grand saut en formation. Tous les instructeurs certifiés ont bénéficié d'une remise à niveau complète pour assurer une sécurité et une responsabilité accrues lors des prochains sauts. Ce sont évidemment d'excellentes réglementations et des mesures de sécurité pour protéger le bien-être de tous les participants au sport extrême. Mais pour Peter, c'était trop peu, trop tard. Maintenant, je suis sûr qu'il doit être assez tentant de spéculer sur la façon dont les choses se seraient passées si Peter avait eu un peu plus d'expérience. Mais l'expérience ne protège pas toujours contre l'imprévu dans les sports extrêmes. Notre prochaine histoire porte sur un homme, malgré son expertise, à la fois académique et amateur, dans le parachutisme et le vol en wingsuit, il s'est retrouvé dans une situation périlleuse à laquelle aucune expérience n'aurait pu le préparer. Jeffrey Robson était un talentueux wingsuiter sud-africain. Doctorant à l'école polytechnique fédérale de Zurich, Jeffrey était réputé pour son travail pionnier en modélisation mathématique du vol en wingsuit. Jeffrey Robson est né à Belleville, au Cap, le 24 janvier 1979. Il a fait ses études secondaires à l'école secondaire Bervliet. Il a ensuite continué ses études à l'université de Stellenbosch. Là, il a obtenu un diplôme en génie mécanique et une maîtrise en mathématiques appliquées. Son parcours académique ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi ses études à la prestigieuse école polytechnique fédérale de Zurich, où il s'est lancé dans un projet de doctorat révolutionnaire portant sur le fonctionnement du profil aérodynamique d'une wingsuit à différentes vitesses de vol plané. Après avoir terminé ses études, Jeffrey s'est brièvement aventuré dans le secteur financier à Londres, effectuant des analyses statistiques pour la Banque de Tokyo. Bien que cela lui ait permis de payer ses factures, Jeffrey se sentait piégé, insatisfait de sa vie. Il a donc réorienté ses efforts pour allier son expertise académique à sa passion pour les sports extrêmes. C'est durant cette période qu'il a débuté le parachutisme et le base jump, progressant finalement vers le vol en wingsuit. Jeffrey avait combiné sa passion pour le vol avec son expertise en sciences et en ingénierie. Il calculait méticuleusement ses trajectoires de vol et testait souvent ses modèles dans les airs. Après de nombreux sauts en parachute réussis, Jeffrey décida de porter sa passion pour l'aventure et les mathématiques à un niveau supérieur. Pour son saut fatal, Jeffrey tentait un vol de proximité depuis une falaise à Duvelsklouf, près de Stellenbosch, en Afrique du Sud. Cette zone est connue pour son terrain difficile qui exige un contrôle précis et une grande expertise. Nous arrivons donc au 12 avril 2010. Le jour de l'incident, le matin était clair et frais, alors que Jeffrey Robson, connu de ses amis sous le nom de Gio, avec ses amis, il se préparait pour une randonnée difficile et un base jump dans les montagnes près de Stellenbosch. Le groupe a commencé son ascension vers 5h15 du matin. Gio, qui avait la seule lampe frontale, a montré le chemin. Peu avant 9h,
Ils sont arrivés à l'endroit prévu pour sauter de la falaise sur Douy-Duivelskloof, entre le col de Elshoek et Peniel. Alors que Lacey et O'Connor se préparaient à un saut base traditionnel depuis la face nord de la falaise, Robson a enfilé sa wingsuit. Ce type de combinaison augmente la surface du corps, offrant à son porteur la capacité de planer sur de longues distances. Gio, en tant que parachutiste expérimenté et passionné de wingsuit, avait soigneusement planifié ce vol. Il essayait un nouvel itinéraire et testait également des idées issues de ses études de doctorat. Ses recherches portaient sur des calculs détaillés du vol des combinaisons ailées, en utilisant les données du GPS et de capteurs de position, le mouvement et les conditions comme la pression atmosphérique. Alors que ses amis regardaient, Gio a sauté parfaitement et tourné de 90 degrés pour suivre la trajectoire qu'il avait calculée, prévue pour le faire franchir une crête. Mais peu après avoir contourné un angle de la falaise, un bruit fort retentit. Quelque chose avait très mal tourné. Ses amis ont rapidement compris que la situation était grave et ont appelé à l'aide. La zone était difficile d'accès à pied. Alors ils ont fait appel à un hélicoptère du Red Cross Air Mercy Service. Malheureusement, au moment où l'aide est arrivée, Robson était déjà décédé car ses blessures étaient trop graves. Malgré sa préparation minutieuse, une rafale de vent inattendue a modifié la trajectoire de Jeffrey pendant le vol. Incapable de corriger sa trajectoire, il est entré en collision avec le flanc d'une crête, ce qui a entraîné un impact mortel. Cet incident a montré la nature imprévisible du vol en wingsuit, où la moindre erreur de calcul peut entraîner un désastre. La mort de Jeffrey a été une perte importante pour la communauté universitaire et celle du wingsuit. Profondément respecté pour ses contributions scientifiques et son esprit d'aventure, notre prochaine histoire concerne Mark Andrew, un base jumper britannique de 65 ans qui a tragiquement perdu la vie le 3 juin 2023 lors d'un saut en wingsuit dans les Dolomites italiennes. Bien qu'il ait débuté ce sport tardivement. Mark était connu pour son esprit intrépide, ayant effectué plus de 600 sauts. Malgré le fait qu'il n'ait commencé qu'en 2014. Malgré son début tardif dans le base jump, Mark était vite devenu une figure connue dans la communauté. Il publiait souvent des vidéos de ses sauts sur les réseaux sociaux, montrant ses exploits audacieux à travers l'Europe, notamment en Norvège, Italie et Russie. Mark avait aussi vécu à Moscou et Bucarest, où il était installé avec sa femme. En tant qu'ingénieur à la retraite, il avait adopté avec un enthousiasme remarquable le mode de vie plein d'adrénaline du base jump. Le jour de son saut fatal, Mark s'était lancé de la Paganella, un site de base jump populaire et difficile près de Trente en Italie. L'accident s'est produit un samedi matin clair. Mark serait allé seul sur le site pour se préparer à un autre saut palpitant. Après avoir effectué une dernière vérification préliminaire, Mark a sauté. Il a sans doute senti l'excitation du saut envahir ses veines dès les premières secondes. Mais malgré sa grande expérience, quelque chose a terriblement mal tourné. Alors qu'il sautait, une rafale de vent violente l'a pris au dépourvu, modifiant sa trajectoire et le poussant dangereusement près de la paroi rocheuse. Des témoins l'ont vu lutter pour reprendre le contrôle, mais le vent s'est avéré trop fort. Alors que Mark descendait rapidement, il est entré en collision avec une corniche rocheuse saillante, ce qui lui a fait perdre encore davantage le contrôle. Dans une tentative désespérée de se stabiliser, il a tenté d'ouvrir son parachute. Malheureusement, le déploiement a été trop tardif, et il a continué à dévaler la paroi rocheuse. La collision avec la corniche avait déjà causé de graves blessures, et la chute qui a suivi a laissé peu de chances de survie. Mark a été vu tomber sans contrôle le long de la paroi rocheuse, et son parachute s'est ouvert partiellement. Lorsque les secours sont arrivés, il était clair qu'il n'avait pas survécu à l'impact. Un hélicoptère de secours en montagne a récupéré son corps et l'a transporté vers un hôpital proche. Ironiquement, l'incident tragique s'est produit près du même endroit où un autre base jumper britannique, Dylan Morris Roberts, était décédé exactement 1 an auparavant. Les circonstances exactes de sa mort font encore l'objet d'une enquête menée par les autorités locales. La zone où l'accident de Mark s'est produit est réputée pour sa difficulté et n'est considérée comme adaptée qu'aux experts, car les 210 premiers mètres de la descente sont particulièrement dangereux, avec des rebords rocheux et des arbres demandant une navigation précise. Même les parachutistes expérimentés mettent en garde contre les conditions de vent difficiles qui augmentent le danger. Mais la mort de Mark Andrews révèle un autre risque. Associé au base jump,
l'imprévisibilité de l'environnement. Même les sauteurs chevronnés peuvent rencontrer des défis inattendus, comme des changements soudains de vent, ce qui peut modifier radicalement un saut prévu. Le sport extrême, malgré les précautions, reste mortel en raison des éléments incontrôlables. En tant que sport, le base jump a coûté la vie à plus de 400 personnes au cours des 20 dernières années. Et malgré les avancées en équipement et formation, la nature imprévisible de ce sport signifie que ce chiffre ne risque pas de baisser de sitôt. Marc. Le décès de Marc est un rappel brutal de la frontière ténue entre l'exaltation et la tragédie dans les sports extrêmes. Notre prochain reportage porte sur Liu Ning, un étudiant chinois de 24 ans qui est tragiquement décédé lors d'un vol en wingsuit le 12 mai 2020. Liu était un pratiquant expérimenté de wingsuit qui participait au tournage d'un documentaire dans les pittoresques montagnes de Zhangjiajie, dans la province du Hunan, en Chine. Ce jour-là, Liu et son caméraman ont sauté d'un hélicoptère à une altitude de 8000 pieds. Ces images montrent son partenaire de saut tentant désespérément de lui faire signe de revenir alors qu'elle dévie de la trajectoire prévue. Malgré ses efforts, Liu a dévié et plongé rapidement vers la lisière des arbres. Elle n'a pas réussi à ouvrir son parachute et a disparu de la vue peu après le saut. Une vaste opération de recherche a été lancée peu après, impliquant des hélicoptères, des drones et des villageois locaux. Après 3 heures, le corps de Liu a été retrouvé dans une végétation dense à une altitude de 3000 pieds, à environ 7000 pieds de son point de saut. Son parachute n'avait pas été déployé, ce qui montre qu'elle n'a pas pu reprendre de contrôle à la fin. La nouvelle de son décès a suscité beaucoup d'attention, avec au moins 250 millions de personnes ayant regardé la vidéo documentant son dernier saut. C'était l'un des premiers accidents mortels impliquant une athlète chinoise dans ce sport extrême. Sa mort a relancé le débat sur l'importance de respecter les trajectoires de vol et la nécessité d'un équipement de sécurité adéquat, comme les traceurs GPS, lors de telles activités risquées. Sa mort a aussi entraîné une analyse plus poussée du sport en Chine, qui est déjà considéré comme une activité de luxe en raison de ses coûts élevés et de l'entraînement intensif qu'il exige. Malgré la vaste expérience de Liu, cet incident souligne la nature imprévisible du vol en wingsuit et la faible marge d'erreur. Sa mort a servi de rappel brutal des dangers inhérents au vol en wingsuit, même pour ceux qui possèdent une formation et une expertise approfondie. Le wingsuit est en fait plus sûr qu'on ne le pense. Vous ne me croyez pas? Regardez jusqu'à la fin. En 2017, Fred Fugen et Vince Reffé ont réalisé une cascade époustouflante où ils ont sauté du mont Jungfrau dans les Alpes suisses et sont entrés dans un avion Pilatus Porter en mouvement. Oui. Ensuite, il y a la légende italienne du wingsuit, Robert Mancino, qui a réussi à voler en wingsuit entre 2 immeubles de bureaux à Panama City en 2015. Devine où j'ai trouvé ces histoires incroyables. C'est ça, sur les sites web des entreprises spécialisées dans les expériences de vol en wingsuit. Mais bien sûr, au-delà de la montée d'adrénaline et des vues incroyables, aucun de ces sites ne mentionnait le côté sombre du saut en wingsuit. Pour chaque pilote ayant traversé les nuages, de nombreuses histoires parlent de ceux qui ne sont jamais revenus sains et saufs. Vous oublierez le frisson de la vitesse terminale en réalisant à quelle vitesse tout peut mal tourner. Cette vidéo a attiré l'attention du monde entier, car elle a capturé un moment vraiment stupéfiant. Le 29 septembre 2016, Eric Dos Santos, un pilote de wingsuit chevronné, a entrepris ce qui devait être un vol de routine dans les Alpes françaises. Au début de la vidéo, où Eric s'apprête à décoller, tout semble normal dans une aventure qui était tout sauf ordinaire. Avec la caméra de son casque en marche, il a même dit simplement au revoir avant de décoller, sans se douter du tournant dramatique que son vol allait prendre. Au revoir, au revoir. Alors qu'il survolait les montagnes enneigées et les falaises escarpées, la caméra a filmé une descente vertigineuse, comme des montagnes russes, vers une forêt verdoyante. La beauté de la scène était envoûtante, avec l'ombre d'Eric dessinant sa trajectoire en contrebas. Une image calme et sereine de l'audacieuse danse entre l'homme et la nature. Cependant, seulement 51 secondes après le décollage, le récit a pris une tournure à couper le souffle.
Eric a perdu de l'altitude rapidement et de façon inattendue. En un instant, ce qui aurait dû être un vol de routine a failli se terminer en avis de décès. Ces images, directement du point de vue d'Eric, le montrent en train de naviguer juste au-dessus de la cime des arbres à une vitesse stupéfiante de plus de 145 km/h. Alors qu'Eric commence à ralentir, perdant vitesse et altitude, le pire arrive. Il heurte la cime d'un arbre en volant à grande vitesse. Sa caméra capture le moment terrifiant juste avant l'impact, avant de s'éteindre. D'une manière ou d'une autre, Eric a miraculeusement survécu à cette collision, mais son corps en subissait de lourdes conséquences. La chute lui a laissé des fractures à l'omoplate gauche, le haut de son épaule gauche, sa clavicule gauche et 3 côtes du côté gauche. Il avait aussi le cou meurtri, le foie entaillé, des blessures à la tête et plusieurs coupures à la tête. Il a même eu besoin d'une chambre hyperbare pour se remettre de ses blessures à la tête. Mais malgré tout, il a eu une chance incroyable de survivre à un crash en wingsuit à pleine vitesse sans ouvrir son parachute. Eric est seulement la 2e personne au monde connue pour avoir survécu à un accident aussi dévastateur. Le vol en wingsuit, comme le pratique Eric, consiste à porter une combinaison spécialement conçue avec des membranes en nylon tendues entre les bras, les jambes et le corps, créant des surfaces aérodynamiques qui permettent aux pratiquants de planer horizontalement dans les airs, imitant le vol gracieux des oiseaux ou des chauves-souris. Le wingsuit est très populaire chez les base jumpers, qui cherchent la forme la plus pure du vol sans avion. Au lieu de cela, ils montent sur des falaises ou plateformes élevées et sautent dans le vide. Une fois en l'air, contrôler leur vol exige des mouvements précis. De légers mouvements des bras ou des jambes peuvent modifier considérablement leur direction et leur stabilité. À la fin de leur vol, les pratiquants de wingsuit ouvrent un petit parachute pour atterrir en sécurité. Bien que cela puisse sembler simple, la réalité est que la technique pour contrôler une wingsuit est très complexe et demande beaucoup de compétences et d'entraînement. Beaucoup de sauteurs ont du mal à maîtriser ce pilotage, ce qui est essentiel pour un vol en toute sécurité. Même les pilotes expérimentés peuvent avoir des difficultés à cause de l'imprévisibilité de ce sport, où de petites erreurs de calcul peuvent avoir de graves conséquences. Ça n'a pas l'air trop difficile, mais en réalité, beaucoup de plongeurs et de base jumpers ont souffert précisément parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer ce type de pilotage. Mais bien sûr, toutes les histoires de vol dans les nuages ne se terminent pas par un miracle comme Eric Dos Santos. En 2018, Amy Jean Saint-Hilaire-Adam, une sauteuse d'élite canadienne de 27 ans, participait à la série Wide Open Wingsuit. La compétition attire les pilotes de wingsuit les plus talentueux du monde, qui enfilent des wingsuits haute performance pour s'affronter dans le ciel. Ce jour fatidique, Amy Jean était en course avec un autre sauteur lorsqu'une collision catastrophique s'est produite entre eux en plein vol. L'un des hôtes de la compétition s'est souvenu, ils ont effectué leur sortie, et lui et un autre sauteur se sont perdus de vue. Ils ont eu un moment d'instabilité et sont entrés en collision. S'ils étaient passés à 30 cm l'un de l'autre, ils se seraient complètement manqués et cela n'aurait été qu'un non-événement. C'était simplement une combinaison de facteurs et de malchance qui a mené à cela. Toutes les mauvaises choses se sont produites au mauvais moment et au mauvais endroit. Rendu inconscient par la collision, il n'a pas pu actionner la poignée d'ouverture de son parachute. Sans pouvoir déployer son parachute, il a chuté à plus de 100 miles à l'heure, s'écrasant sur le toit d'une maison du comté de Riverside, à 70 miles à l'est de Los Angeles, en Californie. L'impact a été dévastateur. Emma Jean, connue pour ses plus de 1000 sauts réussis, une figure respectée du wingsuit, très célébrée pour son audace et son habileté, est décédée. Sa tête était baissée, vous savez, les bras ballants, les jambes pendantes. Il portait une combinaison ailée, mais vous savez, son parachute de secours ou quelque chose du genre s'est ouvert à la dernière seconde, mais il n'a rien fait pour provoquer cela. Malheureusement, quand quelque chose tourne mal pendant un saut, toute cette compétence, cette expérience, les performances passées, tout cela ne compte plus. Le principal danger dans le vol en wingsuit, c'est de perdre le contrôle. Ce n'est pas vraiment quelque chose pour lequel on peut s'entraîner. Et les sauteurs qui se retrouvent dans cet état ne survivent que grâce aux caprices du vent, leur environnement et l'altitude où ils ont perdu le contrôle.
Les pratiquants de wingsuit à l'altitude maximale atteignent généralement des vitesses de plus de 160 km/h. À ces vitesses, tout impact avec un objet solide, que ce soit le sol ou une structure, est extrêmement grave. Le corps humain n'est pas conçu pour résister à des impacts à ces vitesses élevées sans entraîner de graves blessures ou la mort. Pour Amy Jean, la collision en plein vol l'a assommé et transformé en météorite humaine. Même s'il était réveillé et alerte, les chances de survivre à un crash à une telle vitesse étaient déjà extrêmement minces. Mais inconscient, il n'avait aucune chance. Concrètement, cette collision a scellé son destin. Il était parti avant de toucher le sol. Et juste comme ça, un sport qui repose sur l'adrénaline et la précision nous a rappelé à quel point ces marges d'erreur sont infimes. Le 27 juillet 2018, le ciel au-dessus de Boulogne-sur-Mer, en France, ont été témoins d'un accident tragique et inhabituel qui a conduit à plusieurs procès et à une véritable condamnation. Nicolas Galli, âgé de 40 ans, était un parachutiste en wingsuit accompli, passionné d'aventure à haute altitude. Il était reconnu dans la communauté des sports extrêmes. Ce jour-là, qui semblait ordinaire, Nicolas s'est lancé dans ce qui devait être un autre saut palpitant à 14 000 pieds d'altitude. Nicolas avait sauté d'un avion Pilatus monomoteur, un choix courant pour les adeptes de wingsuit. Le saut a commencé normalement, alors que lui et un autre parachutiste fendaient l'air. Leur wingsuit leur offre la liberté de planer tels des oiseaux. Le ciel était dégagé et tout semblait normal. En quelques instants, une série d'événements étranges et désastreux s'est produite. Le pilote du Pilatus, pris dans la précipitation, il a rapidement plongé pour faire demi-tour et récupérer le groupe suivant de parachutistes. Au même moment, Nicolas, porté par l'adrénaline, traqua une trajectoire qui allait fatalement croiser celle de l'appareil en descente. Le vaste ciel devint soudain une scène trop étroite pour une grave erreur. L'appareil, avec ses larges ailes fendant l'air, ignorait être sur une trajectoire de collision avec Nicolas. Alors que Nicolas descendait en planant, le pilote, ignorant la proximité du plongeur, a continué sa descente. 20 secondes après le début de sa plongée, l'impensable est arrivé. Nicolas a percuté l'avion qu'il venait de quitter. L'impact a été brutal et immédiat. Heurter l'aile de l'avion à une telle altitude et à une telle vitesse a été instantanément fatal pour Nicolas, et il a perdu la vie sur le coup. L'incident présente maintenant plusieurs signaux d'alarme. Premièrement, le pilote pilotait l'avion sans licence valide. Deuxièmement, aucun briefing n'a eu lieu avant le saut avec les parachutistes. Une négligence qui a probablement contribué à la malentendu fatale concernant les trajectoires de vol. Le pilote pensait que Nicolas et l'autre parachutiste étaient plus au sud qu'en réalité. Le terrible accident a conduit à un procès où les procureurs ont désigné l'erreur du pilote comme la cause principale de la mort de Galli, une affirmation que le pilote a contestée. Il a défendu ses actes en affirmant que Galli avait dévié de la trajectoire prévue. Une route qu'il n'aurait pas dû emprunter. « Je pense que ma trajectoire avait du sens », a affirmé le pilote au procès, expliquant que même si l'événement fut tragique, il ne se considérait pas comme responsable. Cependant, le tribunal a décidé autrement. La combinaison d'une erreur de pilotage et d'une licence invalide représentait une négligence trop grave pour être ignorée. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire et interdit de piloter 1 an. Le plus effrayant, c'est que Nicolas n'était qu'une des 23 personnes qui sont mortes en pratiquant le saut base en 2018. Oui, vous avez bien entendu. 23. En moyenne, cela peut sembler être un petit nombre, mais quand on considère le nombre relativement faible de personnes qui pratiquent ce sport extrême, le taux de mortalité est alarmant. Pourquoi les gens prennent-ils sciemment ce risque et s'engagent-ils dans cette activité ? Pour certains, c'est pour l'adrénaline qui vient du fait de repousser les limites de la sécurité. Mais pour Uli Manuele, c'était plus que le simple frisson de défier la mort, où chaque saut pouvait réellement être le dernier. L'objectif était de repousser des limites du vol humain. Uli Manuele était connu pour son habileté et sa précision extraordinaire en vol en wingsuit. Son approche du sport était artistique, visant sans cesse à perfectionner sa trajectoire et accomplir des exploits inédits. Lors d'un de ses sauts les plus spectaculaires filmés, Uli a traversé une ouverture de grotte de 2 mètres de large dans une montagne à Lauterbrunnen en Suisse en 2014.
Un exploit demandant un immense courage, mais aussi une planification et une grande précision. Sa marge d'erreur était extrêmement mince, et la moindre erreur de calcul l'aurait fait s'écraser violemment contre un mur de chaque côté de la grotte. Ce saut, comme beaucoup d'autres, a été filmé avec sa caméra GoPro et a été visionné plus d'1 million de fois sur YouTube. Udi Manuel a également réalisé un autre de ses rêves sensationnels: voler à travers un anneau de feu. Avec l'aide de quelques amis, ils ont transporté la lourde machine métallique jusqu'aux Hautes-Alpes italiennes. Avec un peu d'improvisation, l'équipe de soutien a tout préparé dès que le vent est tombé, permettant à Udi de traverser le cercle enflammé. En août 2016, Udi Manuele était dans les Dolomites en Italie, prêt pour l'un de ses vols en wingsuit les plus audacieux. Il a choisi un itinéraire difficile, passant par une formation rocheuse étroite. Connu pour son habileté exceptionnelle et sa confiance dans sa capacité à naviguer sur des terrains dangereux, Udi n'a pas hésité. Il a bondi de son point de départ, s'envolant avec précision et contrôle, comme il l'avait déjà fait plus de 60 fois. Le vol se déroulait parfaitement, filmé avec sa caméra GoPro, avec Udi démontrant pourquoi il était considéré comme l'un des meilleurs au monde en wingsuit. Il était sur le point de terminer un autre saut spectaculaire, mais ensuite, dans un moment terrifiant, il a commis une erreur de calcul. Cette légère erreur de jugement l'a amené à s'approcher trop près des rochers. Il a perdu le contrôle et avant qu'il ouvre son parachute, Udi a percuté la montagne à grande vitesse. C'était un impact dévastateur et malheureusement, il lui était impossible de survivre. Même les wingsuiters professionnels ne sont donc pas à l'abri des accidents, bien qu'ils aient déjà repoussé les limites et battu des records. Et pour preuve, voici l'histoire de Richard Pusher, survenu en 2022. Pusher était un instructeur professionnel de base jump avec plus de 20 ans d'expérience en parachutisme et plus de 14 ans d'expérience en base jump. Des vallées de Los Angeles jusqu'à la montagne de Zhangjiajie en Chine, il avait sauté en parachute presque partout. Il a même cofondé une entreprise d'équipement et d'instruction de base jump appelée Apex Base, avec sa femme. Un jour ensoleillé, le 7 janvier 2022. Pusher et son ami sont allés à un site de saut populaire connu sous le nom de Super Gorgeous à Moab, dans l'Utah, un endroit célèbre pour ses vues à couper le souffle sur Castle Valley et la rivière Colorado. Ce lieu était prisé des sauteurs expérimentés pour son terrain difficile et ses paysages magnifiques. Le plan ce jour-là était d'effectuer un vol de proximité, une technique employée par les parachutistes chevronnés qui jugent les sauts classiques trop calmes. Cette technique visait à voler au plus près du terrain environnant, alors que le soleil projetait de longues ombres sur la vallée. Pusher s'est équipé et a sauté de la falaise avec son assurance habituelle. Pusher s'est équipé et a sauté de la falaise avec sa confiance caractéristique, planant vers le terrain accidenté en contrebas. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ce qui est exactement arrivé à Pusher ce jour-là reste encore flou, car les autorités n'ont pas divulgué des détails au public. Nous savons seulement que son appareil de messagerie par satellite a détecté un impact quelques minutes après son saut, et cela a déclenché un appel SOS d'urgence aux autorités. Le compagnon de Pusher, qui est resté en haut de la falaise, a aussi activé un appareil de messagerie par satellite pour demander une aide d'urgence. Les autorités ont réagi immédiatement, et lors de l'opération de recherche et de sauvetage qui a suivi, il a ensuite été retrouvé sur une pente raide de piraille à environ 300 mètres en dessous de son point de saut et à environ 210 mètres au-dessus du fleuve Colorado. Ce qui est arrivé à ce sauteur chevronné dans ces derniers instants est quelque chose que nous ne saurons jamais. Nous savons seulement que Richard a été retrouvé mort après ce saut et il s'est sans doute écrasé sur un rocher. Mais au moment même où l'on pense que ça ne peut pas être encore plus dangereux, il existe une forme de vol en wingsuit où l'on part en groupe plutôt qu'en solo. Le 23 avril 2014, le monde des sports extrêmes a été frappé par une tragédie dévastatrice impliquant 3 de ses pratiquants de wingsuit les plus expérimentés, Dan Vickery, Ludovic Wort et Brian Drake. Le trio, connu pour leur talent, avait entrepris un vol de proximité difficile depuis un hélicoptère dans la pittoresque vallée de Luckenthal en Suisse. Leur plan était de suivre une trajectoire de vol en forte pente au-dessus d'une crête. Une manœuvre qui exige une exécution sans faille en raison de la proximité immédiate du terrain. Malheureusement, une grave erreur de jugement s'est produite. Lors de leur descente,
Ils voulaient franchir une crête escarpée pour atteindre une zone plus propice à l'atterrissage. Malheureusement, ils ont mal évalué leur trajectoire de vol. Le groupe a finalement contourné la crête, ce qui les a conduits de façon inattendue sur un terrain plat sans zone adaptée pour atterrir ou manœuvrer en sécurité. Un scénario risqué pour les adeptes du wingsuit, qui dépendent de pentes plus raides pour garder portance et contrôle. Tentant désespérément de corriger leur trajectoire, ils ont pris un virage serré à gauche, visant une section de terrain en pente plus raide qui avait d'abord été cachée par la crête. C'était leur erreur fatale. Le changement soudain de direction les a amenés trop près du sol, trop vite. Tragiquement, les 3 aviateurs ont mal évalué leur altitude et la distance jusqu'au sol. Vickery et Drake étaient à un peu plus de 10 mètres d'atteindre la sécurité de la pente lorsqu'ils ont atterri de façon catastrophique. Worth l'a manqué. 2, 3 mètres seulement. L'impact a été violent et immédiat. Vickery et Worth ont perdu la vie sur le coup et Drake a succombé à ses blessures 4 jours plus tard. Même pour un sport connu pour son taux de mortalité, la nouvelle de ce triple décès a choqué toute la communauté du wingsuit. Et pourtant, malgré les dangers et les rappels constants de sa nature impitoyable, le sport continue de prospérer, alors que les passionnés du monde entier restent perpétuellement attirés par le frisson du vol, même avec les risques bien réels que ce soit la dernière chose qu'ils fassent de leur vivant. Bien sûr, dans cette vidéo, j'ai compilé pour vous des exemples des blessures et des morts les plus horribles en wingsuit. Je dois préciser que les incidents mortels surviennent environ une fois tous les 600 sauts de base en wingsuit. Cela rend cette activité bien plus risquée que le parachutisme, où le taux de mortalité est d'environ 5 pour 1 million de sauts. Le vol en wingsuit serait-il vraiment plus sûr qu'on le pense ? Eh bien, pour mettre les choses en perspective, prendre votre voiture aujourd'hui peut être encore plus dangereux, avec un accident de voiture sur 147 se soldant par un décès. Fait intéressant, malgré les risques élevés, le vol en wingsuit fascine de nombreux aventuriers. Et bien sûr, ces statistiques proviennent d'études et de rapports complets sur ce sport. Le sol se rapproche rapidement, comme une énorme bouche prête à t'engloutir. Ton cœur bat fort et tu peux à peine respirer. Tu essaies une dernière fois de tirer sur le cordon du parachute après de nombreux essais vains, en espérant un miracle. Mais rien ne se passe. Tout en bas devient un flou de couleurs qui se rapproche chaque seconde. Tu vois chaque détail, chaque ombre, alors que la peur envahit tout ton corps. Tu fermes les yeux un instant, en réalisant que c'est la fin. Tu paniques en sentant la forte attraction de la gravité et tes derniers instants fondent sur toi. C'est l'horreur quand le vol en wingsuit tourne mal. Le wingsuit est un sport où les participants planent dans les airs, en portant une combinaison spéciale avec une toile tendue sous les bras et entre les jambes. Cette combinaison augmente la surface du corps et agit comme une aile de parachute pour ralentir la vitesse de descente. Oui, comme Batman. Et tout comme Batman l'a fait, le vol s'achève par le déploiement d'un parachute. Même Batman n'a pas eu un atterrissage en douceur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons évoquer 7 sauts en wingsuit qui ont très mal fini. D'un parachute qui a refusé de s'ouvrir à un autre qui s'est ouvert trop tard, jusqu'à s'écraser contre une crête. Avant de parler des morts horribles causées par le vol en wingsuit, je veux vous donner une petite idée d'un sport de parachutisme qui est un peu moins dangereux, le base jump. En base jump, les participants sautent d'objets fixes avec des parachutes. Base est un acronyme désignant des objets fixes d'où l'on peut sauter. Bâtiment, antenne, pont et terre. Dès 2003, de nombreux base jumpers ont intensifié leurs aventures avec des combinaisons ailées et cela a donné naissance aux base en wingsuit. L'une des histoires tragiques les plus célèbres de base jumpers est celle d'Amber Bellows. Clayton Hoyt Butler et Amber Bellows formaient un couple de Salt Lake City dans l'Utah et ils étaient expérimentés en base jump. Clayton et Amber aimaient l'aventure. Ils voulaient faire carrière dans le base jump. Ils ont même engagé le réalisateur Josh Lloyd pour produire des vidéos de leurs sauts ensemble afin de booster leur carrière professionnelle. Et selon Josh, Amber rêvait de devenir base jumpeuse professionnelle. Il l'a qualifiée parmi les meilleures base jumpeuses mondiales. Et elle était clairement sur la voie du succès, car elle était respectée et reconnue au sein de la communauté des base jumpers.
Amber et Clayton se sont envolés dans une chute libre pleine d'adrénaline depuis la tour Buttermilk, qui se trouve à l'ouest de Nowhere, dans l'Utah. Ils se sont lancés dans des aventures grandioses et intenses, comme Hellgate, Nutch Peak, Mount Superior. Leur Noël 2013 ne se résumait pas seulement à la traditionnelle purée de pommes de terre et à la dinde. Ils l'ont célébré en sautant de Rock Canyon. Rock Canyon est une vedette parmi les formations de l'Utah, réputée pour ses parois verticales dominant largement le fond du canyon, souvent rocheux et irrégulier. C'est aussi le refuge de nombreuses plantes, y compris arbres, arbustes et fleurs sauvages, et de la faune comme les cerfs, les lapins et les oiseaux. Le sport qui a allumé l'étincelle dans leur cœur est aussi à l'origine de leur relation. Ils ont célébré l'obtention de leur autorisation de se marier le 24 janvier 2014. Et 2 semaines plus tard, le samedi 8 février, Amber Bellows et son mari ont décidé d'aller plus loin. Ils ont décidé de sauter du mont Kinisava, une route accidentée de 2218 mètres dans le coin sud-ouest du parc national de Zion. L'emblématique parc national de Zion se dresse fièrement à l'intersection de 3 grands écosystèmes, le désert de Mojave, le plateau du Colorado et le Grand Bassin. Cela signifiait une vue spectaculaire depuis la plus haute falaise du parc. Le parc national de Zion regorge d'immenses falaises de grès couleur crème, rose et rouge, qui s'élèvent dans un ciel bleu éclatant. Si vous souhaitez profiter de cette vue en ouvrant les bras pour vous immerger dans la nature, qui a besoin d'une lune de miel? Il faut préciser que le base jump est interdit dans le parc national de Zion. Mais cela n'a pas arrêté Amber et son tout nouveau mari. Ils savaient déjà que le base jump était risqué. Amber a sauté la première, son mari attendant derrière. Amber avait l'air fabuleuse, alors qu'elle flottait dans les airs au-dessus de la nature grandiose et du canyon sablonneux. Clayton remarqua soudain que le parachute de sa femme ne s'était pas ouvert correctement. La tension et l'horreur transparaissaient dans son saut irrégulier. On imagine l'horreur qu'elle a ressentie. D'un instant de liberté à un autre où elle faisait face à son sombre destin, volant vers sa fin. Clayton a sauté après elle sans réussir à l'atteindre à temps. Après qu'il ait atterri au sol, il s'est rendu compte qu'il était trop tard. Peut-être la secousse était-elle trop rapide et forte. Clayton se tenait au milieu de nulle part, déconcerté. Il a dû marcher encore 2h30 après être passé devant son corps pour aller chercher de l'aide. Je n'arrive même pas à imaginer ce qui se passait dans sa tête. Il a rejoint les autorités à 18h30 et il les a informés que sa femme était morte. Selon les autorités, puisqu'il s'agissait d'une opération de récupération et non d'un sauvetage, et l'emplacement du corps d'Amber était inconnu, dans un endroit assez isolé avec un terrain difficile, ils ont choisi d'attendre le lendemain matin pour limiter les risques. Le lendemain matin, dimanche, à 10h du matin, les secours ont survolé la zone en hélicoptère et retrouvé le corps d'Amber. À l'aide de cordes et poulies, ils l'ont hissé du terrain difficile jusqu'à une ambulance voisine. L'accident d'Amber fut le premier décès lié au saut base dans ce parc. Les autorités ont dû lancer un avertissement sur les dangers de ce sport. Amber avait 28 ans lorsqu'elle est décédée. Le directeur du parc, Jim Milestone, a déclaré dans un communiqué « C'est vraiment triste. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses amis. Le base jump est tellement dangereux. Même pour des personnes expérimentées comme Amber Bellows, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce n'est pas autorisé dans le parc. » Son vidéaste Josh Lloyd a déclaré « Je représente divers athlètes. Je n'ai jamais vécu une situation aussi horrible. Amber est sans doute l'une des personnes les plus authentiques que je connaisse. Elle est tellement enjouée et son rire est vraiment contagieux. On ne croise pas des personnes comme ça tous les jours. » En repensant à l'époque du tragique désastre d'Amber, la toute première wingsuit est née en 1930. Depuis lors, plusieurs dizaines de modèles différents sont apparus, ont été remodelés et développés. Comme dans tout sport, des championnats et ligues récompensent les athlètes confirmés. L'une étant la World Wingsuit League, WWL, où des pilotes de wingsuit du monde entier s'affrontent pour remporter des médailles, des trophées et une récompense financière. L'un de ces pilotes était Viktor Kovacs. C'était le 9 octobre 2013 en Chine. Viktor avait 40 ans lorsqu'il aspirait à participer à la WWL et à représenter son pays, la Hongrie. Il était triple champion national hongrois et avait effectué plus de 700 sauts. Et comme dans tout sport ou même une performance artistique,
Tu t'entraînes et répètes sans cesse. Et c'est ce que Victor a fait. Il a sauté à 14h51 heure locale. Imagine-toi à la place de Victor un instant. Tu as des ailes et tu te tiens sur une haute falaise en Chine, en admirant les couleurs que le soleil a peintes dans le ciel. Ton cœur bat la chamade. Sous toi, la vallée s'étend comme un tapis vert, avec de petits villages épars et des rivières sinueuses. Avec une montée d'adrénaline dans ton corps, tu prends une profonde inspiration, déploies tes ailes et tu sautes. La sensation est palpitante. Tu planes dans une chute libre fluide, pendant que tu laisses le vent t'emporter où il veut et vers la terre avec une force implacable. Tu tournes, te retournes et tourbillonnes dans une danse gracieuse avec le vent. Te sentant libre et invincible, tu es proche du point d'atterrissage et tu tires sur la poignée pour déployer le parachute. Mais rien ne se passe. Ta gorge est serrée par la peur et ton cœur bat à tout rompre dans ta poitrine. Tu tires sur ton parachute encore et encore, aussi fort que tu peux. La panique envahit tout ton corps et tu restes figé alors que le sol se rapproche de toi. C'est ce qui est arrivé à Victor. Les gens sur le terrain l'ont vu essayer d'ouvrir son parachute, mais il ne s'est jamais ouvert. Les témoins ne pouvaient que rester impuissants et perdre de vue Kovacs après que son parachute n'ait pas réussi à s'ouvrir. Près de 200 pompiers et policiers ont participé à l'opération de recherche, entravée par un terrain difficile, selon l'agence de presse Xinhua. Le lendemain, des secouristes ont trouvé Victor Kovacs avec le crâne fracassé au pied d'une falaise de 100 mètres dans le parc forestier national de la montagne Tian Shan à Zhangjiajie. La Red Bull World Wingsuit League a publié un communiqué. Nous sommes profondément attristés par le décès de Victor Kovacs et nos pensées et prières accompagnent ses parents et ses amis en ces moments difficiles. Il restera toujours dans les mémoires pour sa profonde passion pour la vie et son esprit d'aventure, et il manquera toujours énormément à la communauté du wingsuit. Malheureusement, ils sont ici parce qu'ils aiment et sont passionnés par cela, comme l'aurait voulu Victor. L'organisation a rappelé que ce sport comporte de grands risques, en disant « Au cours des 3 dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration sur les questions de sécurité avec les athlètes, les fabricants et d'autres experts. » Pourtant, quand l'élite mondiale s'affronte au plus haut niveau dans n'importe quel sport, les risques demeurent. Il ignorait que ce n'était pas qu'une question de compétition au sommet. Parfois, faire un numéro de divertissement à la télévision peut aussi être dangereux. Vous vous souvenez de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été de 2012, quand James Bond a sauté avec la reine depuis un hélicoptère ? La reine et Daniel Craig n'ont en fait pas sauté, ce sont leurs doublures qui l'ont fait. Et je veux parler spécifiquement de la doublure de Daniel Craig, Mark Sutton. Mark Sutton est né le 13 avril 1971 au Royaume-Uni. Il était le fils d'un ancien lieutenant-gouverneur de l'île de Jersey. Il a fait ses études à l'Académie militaire royale de Sandhurst, où il a remporté l'épée d'honneur, et en décembre 1991, il a été nommé officier dans le 6e régiment de fusiliers Gurkha de la reine Elisabeth. Il a servi avec audace comme officier de l'armée jusqu'en 1995. Je suppose que c'est pour cette raison qu'il a commencé à développer une passion pour les cascades. Qu'en penses-tu ? Lors d'un segment de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été de 2012, Mark Sutton a servi de doublure cascade de James Bond à bord d'un hélicoptère, aux côtés de son ami Gary Connery qui doublait la reine pour la scène. Ils ont sauté en parachute depuis l'hélicoptère au-dessus du stade olympique. La séquence était et reste l'une des cérémonies olympiques les plus épiques de tous les temps. Son nom a commencé à être très connu dans la communauté des cascadeurs. En août 2013, Epic TV a invité Mark Sutton et 20 autres des meilleurs pilotes de wingsuit à un événement de 3 jours à Chamonix, en France, connu sous le nom d'Elibaz 74. Si vous êtes un passionné de sport extrême comme moi, vous connaissez probablement très bien cette chaîne Epic TV, car elle est spécialisée dans les sports extrêmes. En échange de séquences vidéo de leur vol, le site web offrait hébergement et accès à l'hélicoptère. Cela montre vraiment à quel point beaucoup de pratiquants de wingsuit sont de purs passionnés, qui n'attendent presque rien en retour, si l'on prend en compte qu'ils risquent littéralement leur vie. Le 14 août 2013, Mark a sauté aux côtés de Tony Uragallo lors d'un court vol d'échauffement près de Legan d'Otan. Le vol devait durer environ 60 secondes. Mark a sauté de l'hélicoptère à 10 800 pieds, atteignant des vitesses allant jusqu'à 155 miles par heure.
Sa chute libre était parfaite, et il a tournoyé magnifiquement dans le ciel, comme un oiseau qui connaît le chemin du retour. Cela n'a duré que 20 secondes. Mark a quitté sa trajectoire et s'est écrasé sur une crête de montagne. Sais-tu ce qui est le plus frustrant dans tous ces accidents ? C'est que je n'ai pas pu trouver de raison claire pour aucun d'entre eux. Quand il y a une raison, tu as quelque chose à éviter, fais attention à cela et sois prêt à y faire face. Mais malheureusement, ce sont de purs accidents. Un hélicoptère de secours est arrivé peu après que Mark a percuté le sol. Mais le choc a été trop violent et il a été déclaré mort sur place. L'impact du choc a été si violent qu'un test ADN a été nécessaire pour identifier son corps. Et un porte-parole a déclaré qu'il n'avait aucune chance de survivre à l'impact. Alors que Mark était équipé d'un parachute pour l'atterrissage, il est resté inutilisé. Un porte-parole d'Epic TV a considéré la mort de Mark comme un accident, en précisant que 2 vols réussis avec d'autres pratiquants de wingsuit avaient déjà eu lieu. La même chose s'est produite lors de la World Wingsuit League en 2013. Alors que nous avons perdu Victor, 3 autres parachutistes ont réussi leur saut d'essai ce jour-là. Juste des catastrophes horribles. La mort de Mark fut une grande perte pour la communauté du wingsuit, car il était reconnu comme l'un des meilleurs mondiaux. Ses collègues ont déclaré que sa mort était une énorme perte pour sa profession et ils ont volé en son honneur et en hommage à sa joie de vivre. La passion de Mark pour les cascades aurait pu naître durant son service militaire. Mais avec Mario Richard, les signes sont apparus bien plus tôt. Mario Richard est né en 1966 au Canada et son intérêt pour le saut a commencé par une fascination d'enfance pour les parachutes et les soldats en plastique. Lorsqu'il avait 22 ans, il a effectué son premier saut en parachute près de Québec. Et on peut dire qu'il en est devenu obsédé. De parachutiste à instructeur à plein temps, il disait « Je faisais tout ce qui me permettait de sauter ». En 1991, Richard a fait son premier saut base en Virginie occidentale depuis le pont New River Gorge, haut de 875 pieds. Il avait un talent naturel. Peu de temps après, il a commencé à réunir du matériel base. Il a appris à coudre et fabriquer des systèmes et du matériel pour le saut base. Il a commencé à sauter de tout ce qui était assez haut dans sa ville natale. Il a suivi le sport là où il gagnait en popularité. Il est même allé jusqu'à déménager en Floride où il a débuté chez Vertigo Base Outfitters. Plus tard, en 2000, Richard s'est installé à Moab, dans l'Utah, avec entreprise. Moab était le terrain de jeu idéal pour ce sport. À l'époque, seuls quelques sites de saut étaient découverts. Il a écrit sur son site web « Tout l'endroit s'offrait à nous pour l'explorer ». Il collectionnait les aventures comme on ramasse des grains de sable sur une plage. Le CV de Richard comprenait plus de 7000 sauts en parachute et 2000 sauts base. Donc quand je dis qu'il était obsédé, je n'exagère pas. Richard est tombé amoureux d'une autre passionnée d'aventure, Steph Davis. C'est une grimpeuse américaine, pratiquante de base jump, pratiquante de wingsuit, et l'un des meilleurs grimpeurs au monde. Steph et Richard se sont mariés à la fin de 2011 et ont dirigé une entreprise ensemble. Et ils l'ont appelée Moab Base Adventures. Leur entreprise offrait des sauts et des formations pour débutants et pratiquants confirmés, du base jump et de l'escalade. Ils vivaient leurs rêves et ont emmené leurs aventures de saut en Europe. Au début du mois d'août 2013, Richard et Davis sont arrivés dans le Trentin, en Italie. Ils ont fait de nombreux sauts, y compris depuis la Tour de Trieste et le Monte Agnières. Le 18 août, ils ont pris un téléphérique jusqu'à Sass-Pordois pour effectuer un saut en wingsuit depuis Sass-Pordois. Davis a sauté avec succès et Richard l'a suivi, fort de ses milliers de sauts. Il a heurté une falaise près des tours Piccolo-Pordois. Cependant, quand quelque chose s'est mal passé pendant le vol, aucun de ces milliers de vols n'a pu le sauver. La mort de Richard a été dévastatrice pour Davis, et elle a envisagé de tout abandonner. Ayant déjà combattu la dépression, Davis raconte avoir traversé un deuil, envisageant de quitter la vie pour rejoindre son mari. Il lui a fallu des mois à parler avec des amis ayant perdu leur partenaire pour déterminer si elle serait un jour à nouveau heureuse. 4 mois et demi plus tard, la veille du Nouvel An, elle s'est remise au wingsuit en mémoire de Richard. Elle a sauté avec des pincées de cendres de Richard dans son parachute. Et cela lui a rappelé pourquoi elle avait commencé à voler. Elle a écrit dans son livre « Le base jump n'est pas sûr ». Le vélo de route n'est pas sûr. Conduire des voitures n'est pas sûr. Vivre n'est pas sûr. Donc si la perception de la valeur ou du bénéfice d'une activité dépend du fait qu'elle puisse être rendue totalement sûre, c'est un combat perdu, car nous allons tous mourir.
C'est probablement le concept que tous les athlètes de sport extrême suivent, y compris le prochain sur notre liste aujourd'hui, Álvaro Bulto. Vous le connaissez peut-être comme le présentateur de télévision du programme espagnol Así se CAC sur la chaîne Discovery Max, ou du programme de danse de célébrité de 2007, Mira Quien Baila, mais il était bien plus que cela. Pendant 13 ans, il a dirigé et présenté Frontera Limite, Limite de la frontière, une émission sur les sports d'aventure. Álvaro Bulto est une référence dans le monde des sports extrêmes. Il a consacré sa vie à vivre des émotions intenses à travers des aventures comme la chute libre, le parachutisme, le rallye, la nage avec les requins blancs et le motocross. Álvaro Bulto a été l'un des premiers Espagnols à survoler l'Antarctique à nouveau avec ses compagnons Santi Corella et Tony Lopez en 2007. Ils ont utilisé des combinaisons spéciales pour lutter contre les 60 degrés en dessous de zéro auxquels ils ont été confrontés. Ils l'ont fait avec une telle facilité qu'ils n'avaient pas l'air humain. Ils ressemblaient à des super-héros invincibles. C'était simplement ce qu'il avait toujours connu. Álvaro est né le 11 juin 1962 à Barcelone, en Espagne. Son père, Paco Bulto, était le fondateur de l'usine de moto Montesa. Alors, seriez-vous surpris d'apprendre qu'il parcourait déjà Barcelone à moto à 11 ans? Il vivait pour l'aventure. En 2013, Álvaro a choisi les Alpes suisses à Lauterbrunnen pour un saut de base en wingsuit. Sur une falaise majestueuse, il a déployé ses ailes, a sauté dans une montée d'adrénaline et a plané à grande vitesse. Quelle vue et quelle liberté! Planer au-dessus du village pittoresque de Lauterbrunnen, s'en mettant plein les yeux avec les magnifiques cascades et le paysage majestueux. En tant que base jumper expérimenté en wingsuit, il savait quand ouvrir son parachute, et il l'a fait. Cependant, le parachute en a décidé autrement. Il ne s'est tout simplement pas ouvert avant qu'il ne soit trop tard. Cela a provoqué un violent impact contre le sol dur. Álvaro vivait pour l'aventure et en est mort à 51 ans. Il a déclaré dans des interviews avant sa mort qu'il avait vécu des expériences qui lui apportaient du positif et qu'il prenait soin de son esprit. 2013 a été la même année où Jonathan Flores a été couronné champion à la World Wingsuit League sur la montagne Tianmen à Zhangjiajie en Chine. Il a célébré en disant « Mon sport n'a pas de médailles olympiques. J'ai l'impression d'avoir remporté ma médaille d'or pour moi et pour mon pays, la Colombie. » En Amérique latine, Jonathan était connu sous le nom de El Hombre Pájaro, l'homme-oiseau. Un an plus tôt, en avril 2012, il a battu 3 records mondiaux d'un seul saut. Son vol a eu lieu depuis la plus haute altitude de 37 265 pieds depuis un avion à moins 49 degrés Fahrenheit. Le vol en wingsuit sur la plus longue distance, soit 85 301,8 pieds, et le vol en wingsuit le plus long en 9 minutes et 6 secondes, tout cela simultanément. Pour battre un record du monde dans n'importe quel domaine, il faut avoir pratiqué plus que la plupart des gens. Peux-tu deviner combien de sauts en parachute et de sauts base Jonathan a fait? Mets la vidéo sur pause et réponds dans les commentaires. Il a effectué plus de 4000 sauts en parachute et sauts base. Il continuait à sauter et à s'entraîner parce qu'il aimait la sensation de liberté que lui procurait le saut, ainsi que le fait de découvrir le monde depuis son point le plus élevé jusqu'au retour au sol. En juillet 2015, Jonathan a décidé de s'entraîner pour le prochain championnat en Chine. Jonathan et 2 athlètes ont choisi de s'entraîner dans la superbe montagne d'Engelberg, en s'élançant depuis le Titris en Suisse. La descente vers Engelberg offre une vue unique sur les glaciers, des sommets imposants et des vallées verdoyantes. Le 3 juillet 2015, Jonathan a enfilé une combinaison de course prototype et ses amis aussi. Ils se tenaient sur la montagne Engelberg et se motivaient pour ce vol à 3 qui devait durer entre 8 et 10 secondes. Ses 2 amis ont sauté, Jonathan a suivi. Ils ont atterri sans encombre et ont fêté ça, et ont attendu Jonathan. Mais il n'a jamais atterri. Jonathan était connu pour son grand sourire et son attitude optimiste. Le danger n'a jamais été associé à sa personnalité. Peu de temps avant ce saut, Jonathan a déclaré dans une interview « Avant de sauter, bien sûr, je suis nerveux. Mais au moment où je saute, j'ai un énorme sourire aux lèvres. » Ils avaient de grands espoirs et ont attendu quelques secondes de plus, mais dans ce sport, une seconde de plus signifie un danger absolu. Ils ont planifié la destination du saut du point de départ au point de sortie. Le chemin était dégagé et il n'y avait aucun autre endroit où ils pouvaient se trouver que la base du point de sortie. Ils l'ont bien trouvé
Mais quand il était déjà trop tard, son corps a été retrouvé à la base du point de sortie. Il aurait pu être pris dans des turbulences, ou sa combinaison a gêné son départ. Pour Jonathan, nous ne pouvons que spéculer, aucun témoin n'était présent. Quand tu fais ce saut, tu ne peux te concentrer que sur une chose, ta survie. Une seule erreur, une demi-seconde de distraction peut te coûter la vie. Et si on a appris quelque chose sur son sport, c'est que le risque est toujours un facteur, même si tu es concentré à 100%. Les athlètes font simplement ce qu'ils doivent, le reste, c'est le destin. Par exemple, il existe un sport appelé freebasing. Le freebasing est un mélange d'escalade en solo intégral, ce qui signifie grimper sans l'aide de corde, mais avec un parachute de base attaché dans le dos du grimpeur. Donc en cas de chute, un grimpeur peut faire de sa chute un saut base et survivre. Mais après tous les noms que j'ai cités jusqu'à présent, vous savez déjà que survivre n'est pas toujours garanti. En fait, c'est plutôt rare. Le créateur de ce sport figure en dernier sur la liste d'aujourd'hui. Je parle de Dean Potter, un grimpeur légendaire en solo intégral, grimpeur de vitesse et base jumper. Imaginez être le créateur d'un type de sport. Quelles compétences cette personne doit-elle avoir selon vous ? Quel état d'esprit pousserait quelqu'un à créer un tel sport extrême ? Dean est né en 1972. Il a appris à grimper seul en seconde dans le sud du New Hampshire. Comme beaucoup de légendes avant lui, il a quitté l'université pour poursuivre sa passion pour l'escalade. Le 6 août 2008, il a réalisé la première ascension en freebase de Deep Blue Sea sur la face nord de l'Eiger. C'est une voie d'escalade difficile dans les Alpes suisses. Elle est réputée pour son terrain raide et technique et ses vues spectaculaires. Le nom Deep Blue Sea met en avant la teinte d'un bleu sombre et profond de la face nord de l'Eiger. Le glacier qui la recouvre lui a donné le nom de mer de glace. Imaginez escalader une montagne, contenir votre excitation en approchant du sommet, tout en résistant à la transe provoquée par la nature environnante. Imaginez vous laisser porter par l'air, avec le parfum de la neige dans le nez et le grondement lointain d'un glacier dans les oreilles. Ce n'est pas la seule action remarquable de Dean. Il a été initié au slackline par Charles Victor Tucker le troisième, parmi les 3 premiers à traverser le Lost Arrow Spire en highline. Dean a effectué plusieurs traversées de highline en hauteur sans longe de sécurité, ligne de secours ou même un parachute de base jump. Certaines de ces lignes étaient suspendues à plus de 900 mètres de hauteur dans le parc national de Yosemite. L'esprit de Dean n'avait aucune limite. Il pensait que chacun pouvait tout accomplir, littéralement n'importe qui, y compris son chien. En 2014, il a publié un film où il fait du base jump avec son chien. Le film s'appelait When Dogs Fly. L'une de ses tentatives les plus risquées fut un vol en wingsuit depuis Taft Point au-dessus de la vallée de Yosemite. La tentative consistait à franchir une petite brèche dans une arête rocheuse, et cela signifiait voler à travers un passage étroit entre 2 formations rocheuses. Alors qu'il sautait de la falaise, le monde en contrebas semblait s'étendre et s'accélérer. La sensation de chute libre était intense, avec le vent sifflant à ses oreilles et le sol montant à sa rencontre. Il a virevolté comme un oiseau entre les rochers et a atterri avec succès. Alors qu'il s'approchait du sol, le sauteur devait déployer son parachute pour ralentir sa descente. Les derniers instants du saut mêlaient adrénaline et soulagement, alors qu'il atterrissait sans incident dans la zone prévue. La question ici, c'est si vous étiez à sa place et que cette belle tentative s'était bien passée, le referiez-vous ? Le 16 mai 2015, Dean et son ami Graham Hunt, qui avaient aussi déjà fait ce saut, ont décidé de tenter à nouveau l'expérience. Non seulement c'était dangereux, mais c'était aussi illégal. Tout ce qui touchait au saut se faisait discrètement, de la préparation jusqu'au moment de la journée où ils choisissaient de sauter. Jen Rapp, la petite amie de Dean et leur chien, les ont rejoints et sont restés sur le site de départ pour faire le guet. Potter avait fixé son iPhone à l'arrière de sa tête et lancé l'enregistrement avant de sauter pour filmer Graham derrière et au-dessus de lui. L'enregistrement de l'iPhone de Potter l'a capté en train de dire « Prêt ?» Et il a sauté pour faire ce qui était prévu. Potter comptait traverser la brèche en volant ou contourner la crête s'il manquait d'altitude. Il avait des plans A et B. Rapp a photographié Potter sautant, suivi de près par Hunt, et les a regardés disparaître de son champ de vision. Quelques secondes après le début du vol, Rapp entendit un bruit sourd, et une seconde plus tard, elle entendit un gémissement. Elle cria vers eux,
espérant que les bruits venaient de l'ouverture des parachutes et non de l'impact des corps. Elle vérifia son téléphone pour voir si elle avait reçu le message habituel de Potter, sain et sauf, pour lui confirmer qu'il avait encore déjoué les pronostics. Mais cette fois, le message n'était pas là. Elle a couru partout pour les chercher, mais sans succès. Elle est retournée chez Dean, qui était tout près, et a trouvé la petite amie de Graham, qui a senti le danger. Les deux petites amies sont allées chez Mike Gauthier, le chef de cabinet de Yosemite et un ami de Potter. Les photos de rap montraient Graham volant à gauche, puis à droite, puis à gauche, et un dernier virage serré à droite. Mike a envoyé une équipe pour chercher les deux hommes toute la nuit, mais il n'y avait aucune trace d'eux. Le matin suivant, une équipe d'hélicoptères a trouvé une scène déchirante, leur corps. Après la réparation de l'iPhone de Potter, la vidéo montrait Potter à 1 ou 2 pieds du sol avant de s'arrêter. Les enquêteurs ont noté que Graham Hunt avait peut-être été distrait par des tentatives d'appel et de messages juste avant de sauter, et que Potter a pu voir son partenaire heurter le sol et avoir lui-même un mouvement de recul où il a simplement mal évalué son altitude. Les décès de Potter et Graham ont porté le nombre total de décès liés au saut base dans les parcs nationaux américains en 2015 à 5. Graham Hunt avait été pompier et charpentier, parmi d'autres emplois de courte durée. C'était un homme humble, réputé pour ses chaleureuses accolades, lisant des livres aux enfants et emmenant les enfants du quartier faire de l'escalade sur bloc. Un de ses amis a dit « Il était tellement présent avec les gens, peu importe qui ils étaient. » Tous, sur la liste d'aujourd'hui, recherchaient le frisson du saut. Conscient des risques, il vivait chaque jour comme le dernier. Alors que nous honorons la mémoire de Potter, Graham et tous ceux qui ont perdu la vie en poursuivant leurs rêves, rappelons-nous de chérir chaque instant sans rien considérer comme acquis. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.